Et bonjour à tous, bienvenue dans le talk de France Info. On est ensemble pour 2 heures de stream. Salut Cristal, on a Ganita qui est là, Bandini, The Gentleman, Wendigo, salut Volka, Morgan Donkey Girl, ou tout, qui c'est qu'on a d'autres, Richard Soris, bienvenue à tous. Je vois que vous êtes déjà assez chaud sur le sujet du jour. 2 actualités vont nous occuper aujourd'hui. Alors d'abord, c'est l'actu du jour. On va parler du retour d'un service militaire volontaire en France. On en parle depuis un petit moment. Le président de la République a précisé les choses aujourd'hui, dans le contexte notamment de la guerre en Ukraine, de menaces au pluriel qui pèsent sur la France et l'Europe. Mais la volonté du président est de relancer la machine, relancer aussi l'intérêt des Français pour l'armée. Cette volonté, elle n'est pas nouvelle. Quels sont les besoins de l'armée? Le président est-il un va-t-en-guerre, comme disent certaines oppositions? On va voir tout ça. Et puis, vers 18h, on va traverser l'Atlantique, où on va aller aux États-Unis, où tout ne va pas très bien pour Donald Trump. On va parler de l'affaire Epstein, des théories du complot, des revirements du président américain sur le sujet. Donald Trump qui a soutenu, puis signé une loi pour publier des documents relatifs à l'affaire Epstein. Un moyen peut-être de se réconcilier avec ses soutiens, le fameux mouvement MAGA. On verra tout ça à partir de 18h. Pour l'heure, on revient en France. La semaine dernière, à la fin de la semaine dernière, on apprenait qu'Emmanuel Macron avait demandé au gouvernement de travailler sur un projet de service militaire volontaire. Et puis aujourd'hui, finalement, on a eu des annonces. Alors je m'excuse d'avance, je vais vous faire un petit tunnel pour vous rappeler un petit peu tout ça. Donc le président a annoncé un nouveau service national dès l'été prochain, un service purement militaire et volontaire pour des jeunes de 18 à 19 ans. Ça durerait 10 mois, ce qui correspond, selon le président, à une année de césure. C'est l'exemple qu'il a pris. Un service qui se passerait uniquement sur le territoire national. Et en termes d'effectifs, on partirait sur 3000 jeunes majeurs choisis pour l'été 2026. Objectif 10 000 jeunes en 2030 et encore autre objectif 50 000 en 2035 à adapter en fonction de la menace. Fin de citation. Ces appelés seront payés 800 € par mois minimum, hébergés, nourris et équipés. Et puis après, les différents détails, on va voir tout ça pendant 1 heure. Et puis donc, pour nous éclairer, j'ai le plaisir d'accueillir Aurore Malval. Salut Aurore. Salut à tous. Grand reporter politique à Marianne, bienvenue. Et puis on aura un deuxième invité qui va arriver dans quelques minutes, on l'attend. Bon, évidemment, c'est l'actu du jour, donc il est très demandé. Donc on l'accueillera dans une dizaine de minutes à peu près. On peut commencer peut-être, Aurore, je voulais avoir ton analyse sur le discours d'Emmanuel Macron. Donc c'était aux alentours de midi, si je me souviens bien. Un discours relativement court, à l'heure. Ça a été remarqué. Les deux sont surprenants. De la part d'Emmanuel Macron, c'est assez rare. En même temps, il était devant des militaires, il fallait un peu de rigueur militaire. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, on est un petit peu dans la droite ligne de ce qui se profilait ces derniers jours et semaines, avec notamment les déclarations du chef d'état-major, qui avait fait polémique parce que justement lui parlait qu'il fallait se préparer à perdre nos enfants. Donc Emmanuel Macron a bien précisé d'ailleurs que ce service militaire il se ferait sur le territoire français, qu'il n'était pas question d'envoyer justement des soldats bonjour des soldats en Ukraine, mais en fait moi je trouve qu'il y a vraiment un côté quand même je trouve pour Emmanuel Macron dans la séquence actuelle qui vise un petit peu à se relégitimer. Enfin, on a quand même la sensation d'un pouvoir un peu en bout de course et qui, surfe quand même sur cette opération de communication, ces grandes déclarations sur le risque de guerre, sur ce souhait de réarmement moral. C'est le terme à la mode, justement, dans les allées de l'Élysée. Et moi, quand même, j'ai le sentiment que c'est quand même surtout une opération de com, ce service militaire volontaire. Ça me semble d'ailleurs assez, finalement, antinomique d'appeler un service militaire volontaire. C'est-à-dire que c'est pas... Enfin, un service militaire, c'est normalement
obligatoire en soi, et c'était d'ailleurs, enfin l'idée du service militaire et comme ça l'est dans d'autres pays, il tend quand même à être, plutôt obligatoire pour une classe d'âge que volontaire, même si globalement les pays qu'il avait supprimés, comme la France, sont revenus aussi, à ce genre d'option. Mais j'ai du mal à voir véritablement ce qui va, changer par rapport au SNU, au service national universel, qui était vraiment le serpent de mer, des 2 mandats, d'Emmanuel Macron et qui n'a, débouché sur rien. J'en profite pour accueillir, bonjour, général Bonjour Vincent madame. Desportes. Vous êtes essayiste et ancien directeur de l'école de guerre. Merci beaucoup de prendre le temps d'être avec nous malgré votre, C'est un grand plaisir. votre calendrier. On vient de commencer, on était juste en train de parler justement de la forme du discours d'Emmanuel Très Macron tout bien. à l'heure à Vars en Isère. Euh, voilà, la forme et puis évidemment le fond. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce discours du président? Alors moi, je ne suis pas exactement de l'avis Mm. de ma voisine, mais personne ne sera surpris. Je voudrais parler du fond, parce que bon, la forme était bonne. C'est un discours du président Macron, on sait comment il parle, c'est un beau discours. Mais c'est plutôt le fond. Moi, contrairement à ce qui a été dit, et chacun peut avoir son avis naturellement, c'est que je pense que cette décision était parfaitement nécessaire. Elle correspond à un besoin qui est celui d'adapter notre défense à la menace. Il n'a échappé à personne que on a une accélération de la montée des crises. On a un monde qui est de plus en plus chaotique et on a une défense qui a été pendant 25 ans dimensionnée sur une menace complètement différente. La France, par le biais de son Parlement, avait donné aux armées, et on retrouvait cela dans la loi de programmation militaire, un contrat opérationnel. Et il s'agissait d'être capable de projeter environ 15 000 hommes pour conduire de petites opérations avec à quelques milliers de kilomètres de la France dans un environnement que nous, militaires, appelons permissif, c'est-à-dire sans grave menace, sans menace aérienne, etc. Aujourd'hui, on voit que la France a besoin, non pas pour gagner la guerre, mais pour empêcher qu'elle n'arrive. Elle a Parce que besoin, là, la France n'est pas en guerre officiellement. eh bien c'est bien pour ça, et vous comme moi, nous souhaitons qu'elle ne le soit pas. Par contre, tous les services de renseignement d'Europe, tous les exécutifs d'Europe pensent qu'il y a un risque de guerre en cela, que le président Poutine pourrait avoir l'ambition de poursuivre son agression vers l'Ouest, non pas sous une forme d'agression frontale dont il n'est pas capable, mais de déstabilisation, puis de grignotage, etc. Il ne s'arrêtera que si, comme disent les Américains, son trade-off est négatif. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'il y a plus de risques que d'avantages. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas, nous, Européens, suffisamment dissuasifs pour qu'ils ne tente pas le coup. Et on sait que c'est un homme qui prend des risques parce qu'il a risqué cette guerre en Ukraine, qui n'avait pas de sens rationnel, et il l'a quand même fait. Et ça dure quand même depuis 4 ans, si vous voulez. Bon, et donc nous ne pouvons pas prendre ce risque-là. Il faut donc que d'entrée, ils disent non, finalement, cette affaire-là, c'est une mauvaise idée. Et donc, il faut adapter notre défense. Et adapter notre défense, c'est bien lui donner un nouveau contrat opérationnel, lui donner les ressources financières, matérielles et humaines qui lui permettent d'être à la hauteur. Et donc, cette affaire du service national consiste à dégager de la masse combattante en demandant à des gens du contingent, si vous voulez, de venir tenir des postes de soutien, si on veut, ou des postes qui ne sont pas des postes directement de combattants, ce qui permet de libérer, on parle de 50 000 en 2035, donc on libère en gros 50 000 combattants, marins, aviateurs et soldats. Donc on voit que par ce fait même-là, on grossit très sérieusement le volume des armées françaises. Voilà quel est le but. L'autre but qui a été tout à fait clair, pour lequel le président Macron a été tout à fait clair, il pense, et il a raison, que un pays qui n'a pas le sentiment du besoin de défense ne peut pas se défendre. Un pays qui n'est pas cohérent ne peut pas se défendre. Donc il estime qu'on a une espèce de cristallisation du sentiment national aujourd'hui, qui est un retour de la mondialisation. Et que ce mouvement, il faut l'accompagner, il faut l'accroître. Et il pense, à juste titre, si vous voulez, que
que les gens qui passeront dans les armées participeront par la suite, dans leur retour dans la vie civile, à l'accroissement de ce sentiment-là. Je reviens un tout petit peu sur ce que j'ai dit. L'autre effet militaire de ce service national, c'est qu'on va avoir, à partir de 2035, 50 000 soldats qui auront été formés et qui donc vont venir constituer une masse mobilisable. Vous savez qu'on ne peut pas entretenir une énorme armée, mais il faut qu'on puisse mobiliser une armée. Et on voit bien qu'au bout d'un certain nombre d'années, l'armée française pourra avoir retrouvé la masse critique dont elle ne dispose pas aujourd'hui et dont il est absolument urgent qu'elle dispose rapidement. Alors, il y a plein de questions dans le chat. Juste, on est bien d'accord que ces jeunes qui seraient formés via ce nouveau service national sont destinés à gonfler la réserve dans un premier Pas temps, du tout. avant Pas du tout. la... Non, pas D'accord. du tout. Pas du tout. Ce seront des soldats à part entière. Ils viendront après. La réserve est une autre chose. Et on peut faire le choix de la réserve et on peut faire le choix du service national militaire. Donc, non, ce seront des soldats qui apprendront à se battre, qui ne sont pas destinés à être des soldats de première ligne, mais qui seront des soldats. Ils sauront tirer, ils sauront Oui, combattre, mais, etc. mais Emmanuel Macron a pour objectif de gonfler l'effectif de l'armée d'active. De l'armée d'active, oui. Bien sûr, D'accord. l'armée d'active. Ok. Ouais. Je reviens un tout petit peu sur ce que vous disiez. Je distribue pas forcément la parole. Je vous laisse interagir entre vous et répondre comme vous le souhaitez, quand vous le souhaitez. Vous disiez à l'instant que la France n'est pas assez dissuasive. Donc, et on a une question dans le chat de Gentleman qui nous demande à quoi sert la dissuasion nucléaire si on a peur que les chars russes entrent sur le territoire français. C'est une très bonne question. C'est une très bonne question et l'histoire a déjà répondu à cette question. La France a réussi à dissuader avec les autres, avec les États-Unis, mais pendant toute la guerre froide. Mais ce qui avait été estimé à l'époque, et c'est toujours vrai, que la dissuasion conventionnelle, la dissuasion nucléaire doit être complétée par une dissuasion conventionnelle, d'abord pour ne pas être contournée, pour être véritablement crédible. À l'extrême, vous dites la dissuasion nucléaire suffit. Alors vous avez la dissuasion nucléaire et vous mettez un gendarme sur le pont de Kiel devant Strasbourg qui dit aux chars russes, les gars, n'avancez pas. Évidemment, ils avanceront. Et alors ensuite, est-ce que nous, on va tirer nucléaire? Pourquoi a-t-on besoin d'une force conventionnelle? Eh bien, justement, pour qu'on ne monte pas jusqu'au nucléaire. Parce que si on est obligé d'utiliser l'arme nucléaire, si on ne dissuade pas avant l'arme nucléaire, on entre dans une guerre nucléaire, et ça, c'est la destruction du monde. Donc, pour que ce soit crédible, il faut bien qu'on ait un premier échelon conventionnel qui participe à cette dissuasion. D'ailleurs, des puissances nucléaires s'affrontent. Enfin, on l'a vu récemment contre l'Inde et le Pakistan, par exemple, sont deux puissances qui ont l'arme nucléaire et qui se sont affrontées justement avec des armes conventionnelles pour pas escalader jusqu'à ce risque, enfin cette arme-là. Je voulais juste moi préciser sur mon propos n'était pas de dire qu'il n'y avait pas de risque et qu'il n'y avait pas une nécessité. Ça, je pense que c'est tout à fait exact. Enfin, que globalement les Européens, après avoir passé 30 ans, je dirais, un peu plongé dans ce consumérisme aussi véhiculé par l'Union européenne, qui était l'Europe de la paix, mais surtout l'Europe justement du libre-échange et de la dérégulation des échanges marchands. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience, effectivement, à avoir pour tous ces peuples du risque qui est grand. Mais moi, personnellement, je ne suis pas persuadée qu'aujourd'hui, on puisse vraiment se dire la Russie menace les intérêts vitaux de la France sur son territoire. Et c'est vrai que je pense qu'il y a un problème, en tout cas, de la façon dont on formule les choses aujourd'hui, mais pas qu'en France, même en Europe. On a un petit peu un concours quand même des déclarations un peu macabres des différents chefs d'État qui ont du mal aussi à faire prendre conscience, en fait, au peuple de la nécessité de se défendre, parce que pendant très longtemps, on a totalement abandonné, enfin, les dirigeants ont totalement abandonné les idées, justement, de peuple, de nation, de patrie, et justement de de ce qui correspondait à défendre cette patrie. Et en fait, quand aujourd'hui, on parle du risque, de l'Ukraine, qui est la porte de l'Europe, etc., je pense que ça reste quand même très vague pour les gens et qui ne sont pas prêts, évidemment, à mourir pour Kiev. Ça, c'est sûr. Mais par contre, même pour la France,
on a perdu quand même beaucoup d'années. D'ailleurs, depuis la fin du service militaire, qui était quand même une façon aussi de créer du collectif, de montrer que c'était pas gratuit en fait d'être dans un pays. Justement, il y avait des droits, mais aussi des devoirs, ce qu'on devait à la patrie, et c'était cette année de service militaire. Et je pense qu'aujourd'hui, cette idée-là, elle s'est complètement dissoute. Et il faut la recréer. Si à un moment la France se dit qu'elle va faire la guerre, qu'elle va entrer en guerre avec son peuple, recréer du lien, recréer du commun et une patrie, une nation, ça se fait finalement pas aussi facilement qu'en décrétant ce service militaire. C'est plus par rapport à cette logique-là, et c'est vrai que j'ai le sentiment que Emmanuel Macron, dans son rapport aux citoyens et dans l'exercice de son pouvoir, et pas aujourd'hui dans une bonne situation pour impulser ça. Ça me semble compliqué pour le pouvoir qu'il incarne et qui est effectivement un peu en bout de course, quoi. Alors, je voudrais, merci d'évoquer tous ces sujets qui sont importants. Alors, sur le premier point, je n'ai pas le sentiment, vous dites que la Russie, enfin, il n'est pas sûr que la Russie veut sortir. Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison. En revanche, je suis professeur de stratégie. Et quand vous faites de la stratégie, vous ne pouvez pas exclure le pire. C'est-à-dire qu'il est possible que Poutine le fasse, et même il y a un certain nombre de chances. Personne n'en est sûr. Mais dans ma stratégie, je dois la bâtir sur la possibilité du pire, de manière à ce que ce pire n'arrive pas. Et donc, pour que ce pire n'arrive pas, je reviens à ce que je disais, je dois avoir des forces européennes qui soient suffisamment dissuasives pour Poutine. Donc, on n'est pas sûr, mais en tout cas, un homme politique responsable ne peut pas dire c'est pas sûr, alors on fait rien. Comme ça demeure possible, et que, encore une fois, tous les services de renseignement européens pensent que c'est tout à fait possible, eh bien, je dois en tenir compte dans la préparation de mon pays. Ensuite, vous dites les Français, ils sont pas prêts, etc. Mais vous avez raison, et vous avez infiniment raison de dire que les Français se croient toujours dans l'espèce de paradis artificiel dans lequel ils ont vécu, en particulier depuis la chute du mur, où on n'en a que pour le consommateur, il n'y a plus de frontières, tout le monde est bisounours. Bon. Et évidemment, c'est très difficile. Or, on s'aperçoit aujourd'hui que sous l'effet de forces diverses, ce monde parfait, non seulement est en train de mourir, mais est déjà mort. C'est-à-dire que le rêve de la paix kantienne, qui est le beau rêve européen, ce rêve-là, nous avons cru qu'il serait un modèle, il n'était jamais qu'une exception. Donc, il faut réveiller les Français. Et vous noterez comme moi que plus vous êtes près de la frontière russe, et plus les gens sont déjà réveillés. Les Polonais et les Baltes et les Roumains ne se posent pas la question. Ils savent qu'on est sorti de cette ère de la paix éternelle. Nous, plus on est loin, demandez peut-être aux derniers, pas aux derniers, mais aux Portugais dans l'Algarve, ce qu'il en pense. Je pense qu'il dira, mais je sais à peine où est l'Ukraine. Bon, et donc c'est à nous, si vous voulez. C'est à nous qui avons conscience de dire, attention, nous sommes revenus à la normalité historique. Et nous le déplorons tous. C'était beaucoup mieux le monde d'avant, mais ce monde est mort. Et la normalité hystérique, c'est le monde des rapports de force. Quand vous êtes l'agneau, vous êtes mangé par le loup. C'est exactement la fable de La Fontaine, parce que c'est la loi éternelle du monde. Alors, vous avez raison aussi de dire, le président Macron, c'est un peu difficile, il dit ça. Oui, mais d'abord, moi, je ne crois pas qu'il le fasse pour sa pomme, en quelque sorte. Il le fait comme les autres pays, comme les autres dirigeants, parce qu'il y a un sentiment commun de menace. Oui. On ne serait pas en train de se démener tout le monde le 3 ans. fait, effectivement, actuellement. On ne peut pas s'empêcher de penser quand même que pour Emmanuel Macron, c'est aussi... Je dirais que ça tombe bien, c'est aussi un petit peu sa dernière cartouche sur cette question internationale. Je ne dis pas évidemment qu'il le... Bien sûr, et moi je dis, je dis oui, et je dis l'inverse. Je dis, c'est bien qu'il ait eu envie de jouer cette dernière cartouche. Ça fait, si vous suivez ce que je dis, ce que j'écris, ça fait des années, je dis, il faudra rétablir le service national. Et donc, peut-être que c'est dans l'intérêt de Macron, mais ça tombe bien, c'est également l'intérêt de la France. Bon, c'est comme ça. Et ce que j'espère, et ça ne va pas se passer comme ça, c'est que le spectre politique ne va pas se lever
camper contre l'idée simplement parce que c'est l'idée du président Macron. Je vois déjà les cris d'orfraie à l'extrême droite et à l'extrême gauche disant mais non, il se fait mousser, etc. Alors que c'est évidemment dans l'intérêt de la France. Et c'est vrai qu'il y a une fragilité parce que c'est le président Macron aujourd'hui et qu'il a été affaibli, on le sait, par sa décision de dissolution et puis le chaos dont il faut bien reconnaître qu'il existe en France au niveau politique. Et puis Emmanuel Macron n'a pas attendu la guerre en Ukraine et la menace russe pour parler justement de renforcer l'armée et de redonner et de remettre de la cohésion. Déjà en 2017, il en parlait. À l'époque, c'était la menace terroriste. Qui ne demandait pas du coup la même orientation de l'armée. C'est aussi pour ça que pendant longtemps, cette question de moyens humains massifs, en tout cas plus massifs, se posait pas et qu'on était uniquement sur des opérations de pointe et que ce besoin de réarmement et puis surtout ce besoin de collectif aussi pour de défense de la patrie se manifestait pas de la même manière. Par contre, moi, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, là, on débat beaucoup de ce risque de guerre, etc. Moi, je voudrais savoir où sont les carnets de commandes fermes pour se réarmer, pour que la France se réarme et ne dépende plus justement autant des Américains. Enfin, c'est-à-dire, on le dit, c'est quand même un petit peu la palissade. On entend tout le temps dire, voilà, il faut absolument qu'on se réarme, il faut absolument produire plus, etc. Mais finalement, en termes de carnet de commandes signés, etc., pas grand-chose avance quand même. Donc, c'est vrai que... et puis, je note aussi la conversion éclair de dirigeants qui, quand même, ont pendant des années baissé le budget des armées pour, justement, remplir d'autres trous dans les caisses de l'État et qui, là, tout d'un coup, disent, allez, plus 1% du PIB, ce qui est effectivement énorme. Peut-être qu'il était temps, mais ça aurait pu aussi se faire avant et on n'aurait peut-être pas dû abandonner autant, sacrifier autant, justement, sur les dépenses d'armement et sur la défense, en fait, des intérêts stratégiques. Vous avez 1000 fois raison. Et l'histoire retiendra que le président Macron avait compris ça très rapidement. Puisque le budget de la défense en 2017 était, je crois, de 34 millions d'euros, et qu'en 2027, quand il partira, il sera à 68 millions d'euros. Voilà. C'est-à-dire que pendant ces deux quinquennats, le budget de la défense aura doublé. Alors, on peut lui faire beaucoup de reproches au président Macron, mais en tout cas, on ne peut pas lui faire le reproche qu'il n'a pas compris qu'il y avait une nécessité absolue. On peut faire le reproche en revanche, à tous ceux qui l'ont précédé depuis 1989, d'avoir autorisé une baisse si drastique des budgets de la défense. Et ça, c'est des gens de droite comme des gens de gauche. C'était l'idée fallacieuse, à mon avis, et même certainement de Laurent Fabius, des dividendes de la paix. Et les militaires se sont élevés extrêmement rapidement contre cette idée en disant « n'injurions pas l'histoire. On ne sait pas ce que réserve l'avenir. » Et on n'a pas été entendu. On n'a pas été entendu. Et effectivement, c'est l'année 2015 qui a constitué le socle. Là, en 2015, le président Hollande, après avoir déjà sacrifié pas mal le budget de l'armée, a dit non, on ne peut pas aller plus bas. Et donc, on n'a pas eu un accroissement, mais on a eu un arrêt de la diminution. Et ensuite, le président Macron a relancé l'augmentation des budgets. Mais vous avez raison, je ne sais plus qui disait, vous savez, l'armée, c'est un peu comme ces manteaux un peu lourds que l'on porte. Au premier rayon de soleil, on les jette, et quand la pluie revient, on se dit c'est quand même dommage de ne pas les avoir gardés. Mais l'armée, c'est exactement comme ça. On détruit une armée en quelques années, et pour la reconstruire, il faut des décennies. Et oui, sur les carnets de commandes, vous avez raison, il faut quand même dire que les carnets de commandes ont augmenté, mais que la France, vous avez vu les carnets de commandes allemands, ils ont vraiment augmenté, puisque je crois que l'Allemagne va investir 180 milliards. Eh bien, vous savez comme moi qu'on ne peut pas le faire en France, et c'est bien dommage, mais on en arrivera bien à réarbitrer à nouveau et dans un nouveau sens entre le régalien et le social. Parce que cet argent, il faudra le trouver quelque part. On ne va pas emprunter en plus. On ne va pas encore faire les poches des Français pour faire ça. Il faudra bien, à un moment donné, être raisonnable. On a bâti un modèle social qui est absolument extraordinaire. Nous sommes le seul à avoir un modèle aussi complet et aussi épais. Et bien maintenant, la question se pose,
comment pouvons-nous faire pour le défendre? Et très probablement, il faudra de nouveaux arbitrages entre l'un et l'autre. Et quand je parle évidemment de la défense, il n'y a pas que la défense qui doit être refinancée, il y a d'autres éléments régaliens qui doivent l'être. Donc on a vécu sur un petit nuage, tout est beau, l'argent est gratuit, il arrive, mais il se trouve que l'argent, n'est pas gratuit parce qu'on paye des intérêts qui sont faramineux et que pour bénéficier de notre modèle social, il faut être capable de le défendre, deux, il faut produire de la valeur. Et la question de la production de la valeur en France se pose, puisque tout le monde est toujours d'accord pour dépenser la valeur, mais non pas pour la créer. On va revenir sur les questions de financement. Je voulais juste vous partager cette question dans le chat qui a été posée il y a un petit moment. C'est plutôt le fait de entre guillemets, créer justement, entre guillemets, un service national volontaire. Wendigo qui nous dit « Et rester dans notre système actuel sans service militaire n'empêche pas aux gens de s'engager pour devenir militaires professionnels. Pourquoi forcer les gens et leur faire peur, même si on est sur un système volontaire, donc personne n'est forcé à s'engager, bien sûr. Mais effectivement, qu'est-ce qui change concrètement de ce qui existe déjà ? Je vais vous le dire. Aujourd'hui, on est arrivé en butée sur nos capacités de recrutement de soldats professionnels. Pourquoi ? Parce qu'on ne recrute pas tout le monde. Il y a un taux de sélection. Le taux de sélection idéal pour les soldats professionnels est de 2 candidats pour 1 recruté. Et en fait, nous sommes tombés à 1,4, 1,3. Et donc, on ne peut pas recruter davantage sans abaisser la qualité de nos soldats et de nos marins et de nos aviateurs, ce que nous ne voulons absolument pas. Donc, on ne peut pas augmenter cet effectif-là. Donc, on est obligé de faire appel au contingent. Il n'y a pas d'autre solution. Sinon, on l'aurait fait, mais on n'a pas d'autre solution aujourd'hui. On peut peut-être revenir sur les questions de financement dont on parlait à l'instant. Ce qu'a dit Emmanuel Macron tout à l'heure, il a dit plusieurs choses à propos de gros sous. À la fois, il a parlé justement d'infrastructures et de personnel, donc d'infrastructures pour accueillir ces volontaires il a parlé de cadres je me souviens, à libérer justement pour s'en occuper. Donc je vais vous poser 2 questions en même temps. Déjà, quels sont les moyens de l'armée aujourd'hui pour accueillir ce système-là ? Et puis, ensuite, il a parlé d'une actualisation de la loi de programmation militaire avec un budget de 2 milliards en plus, justement, pour financer ce service-là, sachant que donc, la loi de programmation militaire qui va jusqu'en 2030 prévoit une augmentation du budget pour l'armée qui augmente chaque année. Et si vous m'arrêtez si je dis une ânerie, mais il me semble que donc, pour 2026, c'est une augmentation de 6,7 milliards du budget de l'armée. Donc, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui financiers, humains et d'infrastructures pour accueillir ce service en l'état ? Et comment est-ce qu'on va trouver ces 2 milliards en plus à l'heure où, je rappelle que voter un budget, c'est un peu compliqué en ce moment. C'est vrai. Alors après je réponds à cette dernière question. Soit vous estimez que ça vaut le coup de défendre la France et vous trouvez les moyens, soit vous estimez qu'elle n'est pas menacée, que ça ne vaut pas le coup et vous ne trouvez pas les moyens. Si on estime qu'il faut la défendre, alors on trouvera les moyens et il faudra régler les problèmes d'arbitrage. Alors maintenant, et vous savez ce que disait Richelieu. Il disait il faut rendre possible ce qui est souhaitable. Bon, et si défendre la France, ça paraît comme c'est il faudra le rendre possible. Bon, alors maintenant sur le budget, effectivement, on a parlé de 2,4 milliards. Il faudra en dépenser 1,4 en effort d'infrastructure. Aujourd'hui, en 2026, on aura, je crois, 3000 volontaires que l'on peut. Il y a 3000 lits à droite, à gauche. Il n'y a pas de problème. Alors, c'est faisable en l'état aujourd'hui. Oui, sinon on ne serait pas lancé. Les armées, si vous voulez, ont fait des études extrêmement fines et on regardait ce qui était possible. On ne va pas mettre les gens dans la cour du quartier le 1er septembre 2025. On se dit 2026, mais qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là ? Donc, ces choses-là sont prévues, etc. Alors, au-delà, 50 000, on n'a pas. Vous savez qu'on a vendu la majorité de nos casernes pour 1 euro, mais que pour les faire, c'est pas 1 euro. Et donc, là encore, on a injurié l'histoire. Si on n'a pas conservé les capacités de remonter en puissance et c'était probablement irresponsable.
Donc, il va falloir bâtir pour les 10 000 qui seront là en 2030. Je pense qu'on est presque en capacité, mais évidemment, pour les 50 000 de 2035, on n'est pas en capacité. Donc, il faudra construire. Et je dirais qu'il y aura un effort aussi à faire pour dans les autres bâtiments. Pourquoi? Je vais vous le dire. C'est parce que depuis longtemps, on a une espèce de délabrement de nos installations, parce que les armées ont été sous-budgétisées pendant 25 ans, et que depuis 2017, on a quand même travaillé d'abord sur les canons, les obus, les avions, etc. Donc, on ne peut pas non plus avoir des bâtiments complètement neufs pour les jeunes et laisser les autres dans un état déplorable. Donc, on va avoir un effort global qui sera une bonne chose, parce que les armées, c'est un corps social qui est important et qui doit vivre dans des conditions décentes. Parfois, on était en limite, si vous voulez. Donc, il va y avoir un effort global, qui est tout à fait normal. Aurore, sur le Ouais. budget, et comment on va trouver cet argent? Parce que Bah ça, enfin là pour le coup, je pense que un budget, et c'est d'ailleurs, ce que je reproche parfois, à certains courants, notamment du libéralisme ou du néolibéralisme, c'est de considérer que l'économie, est une espèce de règle immuable et qui échapperait à la politique. Un budget, c'est politique, donc on fait des choix et on choisit de dépenser effectivement, et quand on les veut dépenser de arbitrages, l'argent pour des choses, eh bien on trouve cet argent. Ça me semble pas, enfin voilà, moi je fais pas partie de cette école qui dit mon Dieu, il faut absolument trouver 44 milliards d'économies, etc. Sinon, le ciel va nous tomber sur la tête. Évidemment, il y a une question budgétaire, mais je veux dire, où est-ce qu'on va les trouver? Bah, après, ce sera des arbitrages à faire. Effectivement, moi, je ne trouverais pas souhaitable que ce soit au détriment, évidemment, d'autres, enfin, de la protection sociale, de notre système, justement, de toutes les missions, je dirais, régaliennes même, et des services publics, qu'ils soient l'hôpital, l'éducation, etc. Parce que tout ça est lié. C'est aussi la protection des intérêts vitaux de la France que de protéger ses citoyens. Mais après, bon, on verra. En tout cas, là, l'augmentation du budget des armées, il a été, en tout cas, il y a une trajectoire budgétaire qui a été tracée. Évidemment, il y aura des débats au Parlement, mais c'est intéressant de voir d'ailleurs comment se positionneront les différents partis par rapport à les différentes forces politiques par rapport à cette question. Et c'est vrai que ça coûte de l'argent de remettre en état des bâtiments. On va croire que je suis nostalgique du service militaire, et c'est pas le cas, parce que je pense qu'effectivement il y a eu enfin il y avait une belle idée à un moment, justement, avec le service militaire et cette question, comme je disais tout à l'heure, du collectif et de rendre quelque chose à la nation. Il y a eu aussi des moments beaucoup plus compliqués. Je pense notamment pendant la guerre d'Algérie, quand justement les appelés du contingent ont dû se battre en Algérie. Pour certains, n'étaient quand même pas du tout enthousiastes, et il y a eu du coup après les objecteurs de conscience, et puis même je dirais que la guerre d'Algérie a marqué un premier pas, en fait, sur la détérioration un peu du lien entre à la fois les armées professionnelles et justement les appelés, puisque on voyait bien à l'époque, certains d'ailleurs généraux auraient voulu ne plus justement les appeler, parce que c'était beaucoup plus compliqué à gérer qu'une armée de métier. Et je dirais qu'ensuite, après la guerre d'Algérie, ce lien, en fait, qu'il y avait avec le service militaire et les jeunes, s'est délité et a abouti à sa suppression sous Jacques Chirac, qui était plus du tout adapté à ce que l'armée voulait enfermer. Par contre, notamment les casernes, la vie, en fait, des armées dans les villes françaises, leur départ a créé des déserts, parce que c'était pour certaines communes une bonne partie de la population, justement, qui dépendait de la vie des armées. Et je pense que ça, on l'a aussi peut-être assez mal mesuré, comment, lorsque l'armée s'est retirée, comment des zones sont devenues dépeuplées, et ont perdu d'ailleurs leur service public, etc., au fur et à mesure, faute d'habitants et faute de toute cette vie. Donc c'est vrai qu'ils sont recréés des casernes. Ça va aussi probablement redynamiser des zones qui ont été désertées, justement dans des villes de province. Et ça, je ne pense pas que ce soit effectivement un mal de retisser un petit peu ce lien. de ramener une certaine activité. Et, Tout à fait, ouais. Il y a certaines villes, en tout cas, qui ont beaucoup perdu avec le départ. Bien sûr, un au régiment, contraire. c'est 1000 soldats, 1000 militaires, et derrière, vous avez entre 1000 et 1500. Donc, c'est des écoles, c'est la poste, c'est des médecins, etc. Ouais. Donc, il est clair que, et on le sait, que les villes qui ont perdu leur régiment ont énormément perdu. C'est pour ça que
que, d'ailleurs, les poids politiques dans la réorganisation n'ont pas été pour rien, parce qu'un maire qui perdait son régiment, il perdait beaucoup, et souvent les élections par la suite, si vous voulez, parce que c'est un Oui. poids économique tout à fait certain. Je reviens sur cette idée de nostalgie du service militaire. On a dit tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression qu'on oscille un peu entre deux discours, de dire effectivement, il y a moins en France ce sentiment de cohésion nationale, de patriotisme, on peut peut-être le dire comme ça. Et en même temps, Emmanuel Macron, tout à l'heure, il a parlé d'une jeunesse qui avait soif d'engagement. Euh, du coup, où est... Alors, c'est un peu ambitieux comme question, mais où est la vérité en fait? Où est la réalité des choses? Est-ce qu'on a une jeunesse, puisque là on parle de jeunes, hein, on l'a dit, de 18-19 ans, qui n'a pas cet attachement à la nation française, à la patrie, hein, ou alors est-ce qu'on a une jeunesse qui en réalité et serait partante pour justement ce service national? Ben, les deux sont vrais. Les Comme deux souvent. sont vrais, c'est-à-dire qu'on a une jeunesse qui est un peu perdue. C'est l'effet de la mondialisation, hein, qui n'a plus ses repères. La nation n'existe plus vraiment, l'Europe n'existe pas encore. On est dans un monde sans frontières, etc. Et le contre-effet de la mondialisation fait que les gens ont besoin de familles, de repères auxquels s'accrocher. Et donc, la mondialisation, finalement, on l'a bien vu, puisque les extrêmes, dont les extrêmes à droite, hein, au fond, naissent de ce besoin de refaire nation. Le nationalisme, il vient bien de l'excès de la mondialisation. Bon, ça existe. Et quant aux jeunes d'aujourd'hui, dont vous faites partie, madame, sans Je vous vous remercie. injurier, J'ai un âge où je vous remercie de cette remarque. sans vous injurier par rapport à moi, on voit bien que la jeunesse de France, elle a besoin d'idéaux. On a besoin. Alors, les jeunes vont se jeter à juste titre dans la cause de l'écologie, de la protection, etc. C'est bien, parce que chaque être humain a besoin de quelque chose de plus grand que lui. Et je pense que le président Macron, qui dit ça après avoir fait étudier, hein, puisque les armées ont étudié avec en faisant appel aux centres compétents pour savoir comment la France pouvait vivre cette affaire-là, eh bien, effectivement, je crois que les jeunes ont envie de s'engager. Tout le monde a besoin de sens. Alors, quand on commence à être adulte, le sens, on l'a à peu près compris, mais le jeune est un peu perdu. Et la nation est évidemment un sens qui a permis, qui a quand même constitué, non pas qui a quand même, qui a constitué un peu la colonne vertébrale des nations pendant longtemps. C'est pour ça que les nations sont un peu dévertébrées, parce que cette notion s'est affaiblie. Et le président Macron dit tout le temps, il faut faire nation. Et je crois qu'il faut faire nation, je crois que c'est important, simplement parce qu'on a tous besoin d'une famille, et la nation, c'est une des grandes familles auxquelles on appartient. C'est pour ça que moi, je suis très européen, mais je suis européen au sens de De Gaulle, c'est-à-dire l'Europe des nations, parce que ce niveau-là, les gens les comprennent, c'est une histoire, c'est une géographie, c'est des choses qu'on a vécues ensemble. Je crois que c'est très important. Aurore, ton avis sur... Enfin, je sais pas comment C'est un tu vois les choses, ouais, sur... c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Moi, je pense que aujourd'hui, on peine un petit peu quand même à voir qu'est-ce que c'est, enfin, le sentiment d'appartenance à la nation. Encore une fois, l'idée du peuple, du territoire, c'est des choses qui ont été quand même longtemps, enfin, abandonnées dans le discours, voilà, même des partis. Je dirais, traditionnel. Ça a été, enfin, même le drapeau français aujourd'hui, on le voit, enfin, parfois, je crois que c'était d'ailleurs Raphaël Glucksmann qui disait à Éric Zemmour, je veux vous reprendre le drapeau français. Non, mais parce qu'à un moment, cette question justement du patriotisme et de la nation est tombée à l'extrême droite. Alors, aujourd'hui, les termes du débat ont un petit peu changé quand même ces dernières années. J'ai le sentiment que plus largement, c'est des partis de gauche, enfin, en parlent aussi, mais en fait, on est dans une société quand même qui est, moi, je trouve très morcelée, Mhm. très identitaire. Mais pas une identité commune qui rassemble, mais au contraire une multitude de petites identités, justement, qui fait que chacun se raccroche à des chapelles, mais à des micro-chapelles. Et je trouve d'ailleurs que le personnel politique encourage un petit peu ce clientélisme en s'adressant justement à des sillons, à des segments, selon ce qu'il pense être son électorat et à qui il parle. Et tout ça, en fait, n'encourage pas du tout, je trouve, l'idée de l'appartenance, enfin, d'un destin commun et
Et cette idée, voilà, je ressors la phrase d'Ernest Renan, la nation est un plébiscite de tous les jours, mais c'est un petit peu cette idée, enfin, voilà, qu'est-ce que c'est être français? À chaque fois d'ailleurs, ces débats ont toujours été instrumentalisés avec des sous-entendus qui étaient quand même assez désagréables, parce qu'à chaque fois, le débat semble viser justement à trier les bons des mauvais Français. Enfin, voilà, c'est toujours avec des sortes de choses qui viennent parasiter en fait enfin, une belle idée, mais qui existe en droit, mais qui malheureusement ne se réalise pas en fait. C'est un petit peu parfois la critique justement que je ferais à l'universalisme républicain, c'est qu'on peut considérer effectivement que en droit, notre devise existe, mais dans les faits, ben voilà, elle est pourtant attaquée par de multiples choses. Donc ça, il faut travailler à justement le recoudre, et évidemment l'éducation. Enfin, avant le service militaire, les jeunes qui le feront ou qui seront volontaires à 18, enfin entre 18 et 19 ans, avant, ils sont à l'école. Et je pense que l'école, c'est vraiment le creuset de la République, et l'école doit réaliser cette promesse républicaine. Et aujourd'hui, je pense qu'elle manque de moyens aussi pour créer ce sentiment-là commun. Et quand je dis des moyens, je ne veux pas dire qu'il faudrait endoctriner les gosses façon Troisième République Oui. en récitant un catéchisme mythologique de ce qu'est que la France. Mais n'empêche que euh, c'est l'école, enfin c'est croire en l'égalité des chances, et je dirais un peu l'élévation dans la République et en France. C'est ça qui est la promesse républicaine, et c'est ça aussi qui soude les Français, et c'est ça qui est un peu en panne chez nous, et ça fait longtemps qu'on le dit. Et c'est pour ça que je vois pas comment le fait de décréter un service comme ça va tout d'un coup ressusciter ce sentiment qui a été trop longtemps abandonné et trop longtemps négligé par les dirigeants, quels qu'ils soient d'ailleurs. Mais vous avez mille fois raison. C'est pour ça qu'il n'est pas question de le ressusciter brutalement. Et je pense que c'est une pierre parmi d'autres, et que ça ne suffira pas. Mais en tout cas, il est clair que ça ne gênera pas, mais que ça accroîtra cette affaire-là. Et qu'il faudra aller évidemment beaucoup plus loin. Et je crois qu'il faudra aussi, vous parler de l'histoire de France. Moi, je crois que c'est quand même important. Souvent, on a un peu honte de la France. Je crois qu'on évidemment n'a pas à avoir honte de la France. La France, elle a été dans les cultures du moment, dans l'histoire du moment. On n'a surtout pas à avoir honte de la France, qui est une construction, comme l'Europe d'ailleurs, tout à fait extraordinaire, que nous sommes porteurs d'une civilisation exceptionnelle qu'on a enrichie en 2500 ans. Et je trouve qu'on est arrivé à une maturité de civilisation occidentale en Europe. Je n'irai pas traverser l'Atlantique pour dire ça, mais en Europe qui est tout à fait extraordinaire. Et je crois que les Français doivent être fiers de ce qu'on a su construire, nous, de génération en génération, de monarchie en république. Et donc, vous tiquez un tout petit peu. Et je crois que alors, il y a le récit national, et je crois qu'il y a aussi le roman national. Il faut pas trop en faire. Mais dire que la France est une belle chose, je crois qu'on peut le dire, et que l'Europe est une belle chose, qui a réussi à maîtriser ces démons, c'est quand même assez rare. Démons qui existent partout ailleurs dans le monde. Et donc, je crois qu'il faut être fier de ce qu'on est, et ça vaut le coup d'être défendu, ça vaut le coup de défendre la France, ça vaut le coup de défendre l'Europe, et ça vaut le coup de défendre notre civilisation qui s'est améliorée dans le sang et dans les erreurs, mais qui aujourd'hui a trouvé un état de maturité qui, je trouve personnellement, est remarquable. Dans le chat, ça s'exprime pas mal, et l'idée qui ressort un petit peu, je lis pas tous vos messages, surtout que vous discutez aussi beaucoup Entre vous. entre vous, mais il y a cette idée que pour recréer du lien, recréer une cohésion dans la société, pourquoi est-ce qu'on passerait forcément par un contexte et un paradigme militaire? On a essayé de faire autrement. Enfin, moi, je le vois comme ça. On a essayé de le faire autrement. Ça s'appelait le service national universel, et ça a été Un échec un total. échec Parce que total. ça n'avait pas de sens. Vous savez, on ne savait pas ce que c'était, cette affaire-là. Et puis, ça avait, si vous voulez, le sens. Vous avez du sens quand vous travaillez, vous faites quelque chose pour quelque chose qui est plus grand que vous. Et la grande erreur du service national universel, c'est qu'il n'était pas tourné vers la nation, il était tourné vers ceux qui le faisaient. Et donc, il dit, mais attends, je peux faire ça autrement. Et c'est pour ça que le président Macron a décidé d'un projet très clair. Ce sera militaire, ce sera pour la France. Et donc là, il y a quelque chose. On s'engage pour 10 mois
pour la France. Et donc, ça a véritablement du sens. Alors non, ça n'est pas le seul moyen, mais comme je le disais tout à l'heure à mon aimable voisine, c'est un des moyens d'eux. Et bien sûr, l'école devrait faire beaucoup, et bien sûr, la famille devrait faire. Mais on sait comme moi que, comme on sait, vous savez comme moi que c'est pas suffisant, et ces deux moyens se sont très fortement dégradés. Si l'armée peut en rajouter un tout petit peu, je crois que c'est bénéfice pour la France et les Français. Aurore, qu'est-ce qu'on espérait en fait quand on a créé, alors pas on, parce que pas nous Ouais. autour de ce plateau, mais quand a été imaginé et créé le SNU, le Service National Universel, il y avait cette ambition de rassembler des jeunes d'horizons différents, de recréer un groupe, une cohésion, un intérêt. C'était... moi, encore une fois, il y avait ce petit côté, on n'assume pas le côté. Il y avait, voilà, les drapeaux, etc., le matin, tout ça, mais il y avait donc, un côté qui rappelait un petit peu ce côté militaire sans vraiment s'assumer. Mais c'est pour ça, c'était un objet un peu hybride, comme Exactement. vous l'avez dit, et pas très concret, et pour le coup assez cosmétique. Et d'ailleurs, en fait, l'idée était de reprendre au début, le service militaire, je veux dire le service militaire originel. Au début, il visait justement à apprendre aux Français à se battre, à apprendre le maniement des armes. Et au fil des années, au fil du temps, et notamment d'ailleurs après la guerre d'Algérie, cet objectif militaire était moins évident, et on parlait beaucoup du service militaire comme d'un creuset, comme d'un brassage de tous les Français. On insistait beaucoup dans la communication sur l'idée justement du mélange et de créer cette communauté nationale, plus que sur l'aspect militaire. Et finalement, le SNU s'inscrivait dans ce même truc, c'était de dire, en gros, ce qu'on n'arrive pas à faire avec l'école. Alors, c'était aussi un petit peu un gage, en tout cas de Macron, une idée qui lui avait été un petit peu soufflée justement par le camp des Républicains, dans son entourage, et des gens qui pensaient avec lui, de faire un petit peu cette idée un peu d'appel sous les drapeaux, un petit cérémonial, un peu républicain. Mais en fait, voilà, c'était très cosmétique, c'était trop court, il n'y avait pas de réel but, on ne savait pas à quoi ça servait, et ça n'apprenait pas grand-chose, si ce n'est cette belle idée de faire France, faire nation. Mais bon, quand c'est en plus volontaire et qu'on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais que par contre ça coûte beaucoup d'argent, et que ça demande aussi des moyens importants, parce que si ça avait été généralisé, les coûts étaient énormes. Donc et c'est vrai que là, il y a quand même une logique qui est complètement différente. Pour le coup, les jeunes qui le feront apprendront à se... Là, le sens est clair. On l'approuve, on l'approuve pas, mais le sens est clair. Je rebondis, si vous permettez, sur ce que vous avez dit. Alors d'abord, le SNU, il a aussi pâti de quelque chose. C'est que c'était un projet bâti sur un coin de table sans qu'il ait été totalement réfléchi, comme les armées ont réfléchi à celui-là. C'est pas du tout la même chose. Ensuite, je reviens un tout petit peu sur le service national, qui était surtout un creuset. Moi, j'ai commandé des soldats, appelés, jusqu'à un niveau certain. Je peux vous assurer que l'armée d'appelés était une bonne armée, qu'elle se serait bien battue, et qu'on avait des soldats qui faisaient un service de 10 mois, et que nos unités combattantes étaient de bonnes unités combattantes qui n'avaient pas grand-chose à envier aux unités professionnelles actuelles. Voilà, je voulais rebondir, j'ai perdu mon dernier point, c'est pas très grave. Tu veux rebondir, c'est bon. Ah non, pardon. Allez-y. Si. Le problème du SNU, si vous mettez les gens devant le drapeau, et puis vous leur faites faire des pompes, et vous dites tenez-vous droit. Mais à quoi ça sert? On voit souvent, j'étais encore tout à l'heure dans l'émission de radio, mais c'est bien, il faut envoyer toutes les racailles au service national, ça va bien se passer. Mais c'est une incompréhension totale de ce qu'est l'armée, si vous voulez. Dans l'armée, il y a de la discipline, mais cette discipline n'est pas imposée. La discipline militaire, elle est librement consentie. C'est quelque chose qui est important. C'est-à-dire que chaque soldat consent à la discipline parce que c'est ce qui lui permet de réaliser le sens qu'il s'est donné. Et puis parce qu'il comprend que c'est en étant discipliné que son unité va fonctionner, qu'il pourra survivre au combat, etc. Donc la discipline est librement consentie au nom d'un bien supérieur. Ce qui n'était pas
le cas au SNU, puisque le bien n'était pas supérieur, mais c'était soi-même. Et donc, évidemment, il y avait plusieurs vers dans le fruit de ce SNU qui, sans surprise, n'a pas attiré, n'a pas fonctionné. C'est pour ça que le président Macron, je vois ça comme ça, hein, cette fois-ci, a fait en sorte que les choses soient extrêmement claires. C'est un service militaire qui produit des combattants qui seront sur le territoire national. Enfin, il a été très clair. Maintenant, on sait pourquoi c'est faire, ce qu'on va y faire. Et donc, c'est clair. Le CNU n'était pas. Je voudrais vous faire réagir parce que l'heure tourne sur justement sur les réactions qu'ont suscité ces annonces et puis même en amont, puisqu'en soi les éléments principaux on les avait déjà plus ou moins ces derniers jours. Dans les grandes lignes, on a entendu par exemple Raphaël Glucksmann, donc Place Publique, qui à propos de ce service national lui voudrait aller plus loin avec un service qui, pour le coup, il l'a appelé universel, obligatoire, mais pas seulement militaire, aussi civique. Il ne parle pas de la même chose que le président Macron, en l'occurrence. Non, il ne parle pas de la même chose. Si vous voulez. Sinon, on retourne dans les CNU, on fait un peu n'importe C'est quoi. un peu le etc. même. Ouais. Non, les choses sont claires. C'est pour ça que beaucoup de corps d'armée, institutionnels, sont dit on voudrait bien avoir un peu de cette manne. Et là, il a été dit non. Le SNU, on a fait une fois. Là, on fait quelque chose qui est militaire. Alors, Glucksmann a sûrement de très grande qualité, mais pour avoir un service universel, il faut faire entrer dans les armées chaque année 800 000 jeunes femmes et jeunes hommes. Il y a deux choses. D'une part, on n'a absolument pas les moyens. Alors, on n'a absolument pas les moyens de les loger et on n'a absolument pas d'armes pour leur donner. Donc, c'est un système qui, aujourd'hui, n'a pas de sens. Je ne dis pas que demain, si d'aventure, ce que je ne souhaite pas, la menace venait à grandir, nous ne serions pas amenés à le faire. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a pas de sens. Les armées ont étudié un certain nombre de versions pour répondre à leurs problèmes de masse. Finalement, c'est toujours un compromis, c'est toujours un choix. Le choix qui a été fait, moi, me paraît d'abord, je sais qu'il a été extrêmement bien étudié, que les différentes versions ont été étudiées. Il me paraît très, très raisonnable, si vous voulez, dans son compromis entre la montée en puissance, l'argent, les finances qu'on va y consacrer et finalement ce que ça va apporter à la jeunesse de France et de la France et à la France. Aurore, sur la vision qu'a Raphaël Glucksmann, et qui n'est pas la vision de toute la gauche, c'est un peu plus compliqué que ça, mais... Oui, j'imagine que c'est pas la vision des insoumis. Ah non, pas du tout, pas du tout. Par exemple, vous avez une réaction Côté insoumis, alors pour le coup, en plus, Mathilde Panot, qui était donc la présidente du groupe Insoumis à l'Assemblée, était chez nous ce matin sur l'antenne radio de France Info. La France insoumise est plutôt contre, puisqu'ils défendent un peu l'idée d'aller plutôt vers une... c'est l'idée de Jean-Luc Mélenchon qui défend depuis des années, une conscription citoyenne. Et donc, du coup, il refuse un petit peu cette dimension va-t-en guerre. Ça vient de là. Voilà, Emmanuel Macron... C'est pas va-t-en guerre, c'est va-t'en paix. Et une fois qu'on a compris ça, on a bien avancé. C'est pas leur vision, en tout cas. Oui, mais bien sûr, je n'en suis absolument pas surpris. Et puis, pour vous citer un peu d'autres réactions que j'ai pu noter, Bruno Retailleau, président des Républicains, lui est plutôt favorable à ce nouveau système militaire. Et il rajoute, il appelle aussi à un réarmement mental et moral. Oui, comprenne qui pourra. Non, mais voilà, en fait, moi, ça, c'est vraiment, je trouve, la com politique. Et bon, c'est normal, les politiques font de la communication politique. Mais en fait, ça se décrète pas. Enfin, encore une fois, je pense que l'idée de se battre pour un pays, de faire cette nation, le peuple, etc., la patrie, ça veut dire aussi traiter un grand nombre aussi de dysfonctionnements qui empêchent aussi aujourd'hui les gens de se sentir, d'ailleurs, de participer pleinement au système. Pourquoi quand on voit notamment tous les débats qu'on a eus, notamment autour de la justice fiscale, de la justice sociale, quand on dit, quand l'État propose des mesures qui semblent injustes aux gens et par ailleurs certains groupes justement politiques essayent d'éviter de trop taxer les riches, les entreprises, etc.
vous ruinez le consentement à l'impôt, qui est la base justement de notre système et de la République. Et toutes ces petites choses-là, elles attaquent évidemment le sentiment d'appartenance aussi à la nation, à la patrie, toutes les inégalités, les choses qui ne sont pas résolues. Alors évidemment, là, je tiens un discours plutôt à gauche, mais je veux dire, c'est aussi très important. Et c'est pour ça que je parlais de l'école tout à l'heure, et c'est pour ça que je parlais même des hôpitaux. Enfin voilà, c'est tout notre système. C'est pas des choses qui se décrètent juste à un instant T en disant, bon, bah là, on va essayer de faire prendre conscience aux Français quand même qui sont Français et qui vont devoir un peu se secouer parce qu'on est face à un gros risque, alors que le reste du temps, on sape les fondements aussi justement de l'unité et ce qui crée du lien et ce qui réunit les gens en fait. Donc, on peut décréter le réarmement moral et mental. C'était moral et mental et moral. Bien sûr que les gens doivent prendre conscience. Je pense les Français, mais comme les autres, c'est ce qu'on disait en début d'émission. D'ailleurs, doivent sortir un peu de ce paradigme où c'était tout le monde est beau, tout le monde il est gentil, magnifique, il n'y a plus de frontières, on fait des échanges super, il y a Erasmus, blablabla. Enfin voilà, le côté un peu très doxa de l'Union européenne, le libre échange, et puis tout ça est formidable. Bah non, en fait, et encore une fois, je pense d'ailleurs que cette dérégulation des libres-échanges a créé, ce consumérisme a aussi créé cet individualisme. Tout est quand même un petit peu lié par rapport à ça, cette mondialisation heureuse qui finalement a créé une multitude des individus aux identités très éclatées et qui se voient d'ailleurs eux-mêmes comme des biens. Et donc, doivent être différents les uns des autres pour se positionner sur ces marchés aussi identitaires. Et tout ça, pour moi, est évidemment lié. Et on ne recoupe pas un pays en un clin d'œil. Et je pense que la tâche est très grande. Et je crois que le chat est plutôt d'accord avec toi, parce que c'est un peu l'idée qui ressort de beaucoup de vos messages. Comment dire, alors j'essaie d'en trouver un qui va résumer un petit peu, mais pourquoi on irait, en gros, vous m'arrêtez si je me trompe le chat, mais pourquoi on irait protéger un pays qui ne nous protège pas? Où il y a un peu cette idée-là, en fait, un espèce de ressentiment par rapport à l'État. Parce que le contrat social, c'est bien ça. Le contrat social, c'est d'abord la protection. Et effectivement, en termes de sécurité intérieure, on le sait, et en termes de sécurité extérieure, le pays n'est pas à la hauteur. Donc, il faut se donner les moyens des deux. Et encore une fois, je suis désolé, il faudra faire des rééquilibrages budgétaires. C'est absolument évident. Oui, puisqu'on a dit qu'effectivement, rien n'est gratuit et surtout pas l'argent. Monsieur, madame, il est 18h tout pile, oh là là. Il me reste à vous remercier beaucoup d'être venu nous éclairer, d'avoir discuté de tout ça avec nous. Donc, je vous représente Aurore Malval, grand reporter politique à Marianne, et Général Vincent Desportes, essayiste et ancien directeur de l'école de guerre. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus. Merci à vous d'avoir participé dans le chat. Vous partez surtout pas. On revient dans 2 minutes. On va parler de Donald Trump, empêtré dans l'affaire Epstein aux États-Unis. Restez bien avec nous. On va couper les micros 2 secondes, le temps d'accueillir nos 2 invités suivants. Et puis on se retrouve tout de suite. Merci. On est de retour. C'est bien, vous êtes restés. Je suis hyper contente. Merci beaucoup. On continue donc cette deuxième partie du talk. On va parler maintenant, je vous avais dit, en direction les États-Unis. On va parler de l'affaire Epstein, donc du nom de Jeffrey Epstein, ce financier américain qui faisait venir des mineurs dans ses résidences, notamment à New York, en Floride, et qui, en prétextant des massages, abusait d'elle. Jeffrey Epstein, qui a été retrouvé mort dans sa cellule en 2019, avant même que son procès ait lieu. De cette affaire, une affaire dans laquelle est impliqué plus ou moins fortement, on va le voir, et il y a pas mal de théories là-dessus, l'actuel président américain Donald Trump. J'ai avec moi sur le plateau pour en parler Dominique Simonet. Bonjour Dominique. Bonjour. Écrivain et journaliste spécialiste des États-Unis, co-auteur notamment parmi tout ce que vous avez écrit, des grands jours qui ont changé l'Amérique. C'est aux éditions Perrin. Et à vos côtés, Jérôme Viala-Godefroy. Bonjour Jérôme. Bonjour. Docteur en civilisation américaine et également auteur, entre autres, des mots de Trump. C'est édité chez Dalloz. Bienvenue à tous les deux et merci beaucoup d'être là pour nous éclairer. Alors, on va parler de l'affaire Epstein, mais on va surtout parler de Donald Trump, en fait, finalement. Je vous refais mon petit tunnel pour vous expliquer comment on en arrive là. Donc, Jeffrey Epstein est mort depuis 2019, mais le 12 novembre dernier, alors il y a eu plusieurs rebondissements, mais je prends les plus récents. Le 12 novembre dernier,
des mails sont publiés, des mails de Jeffrey Epstein, dont un qui dit textuellement « Trump savait à propos des filles ». Et notamment dans un mail qu'il s'était envoyé à lui-même, Trump savait, il est venu chez moi plusieurs fois pendant cette période, mais il n'a jamais reçu de massage. Bon, ok. Trump, quand il voit ça, il dénonce une manœuvre de l'opposition. Il dit que ces mails ne prouvent rien d'autre qu'il n'a rien à voir là-dedans. 3 jours plus tard, et c'est lié, même si on ne dirait pas forcément tout de suite quand on ne connaît pas l'histoire, Donald Trump annonce retirer son soutien à Marjorie Taylor Greene, qui est une élue qui est la représentante de Géorgie et figure notamment du mouvement MAGA, Make America Great Again, donc la base des soutiens de Donald Trump. Marjorie Taylor Greene qui critiquait le président sur sa politique économique, on va y revenir, mais aussi et peut-être surtout sur sa gestion de l'affaire Epstein, puisque Donald Trump, quand il faisait campagne, il avait promis des révélations sur cette affaire, des révélations que les MAGA attendent, mais depuis qu'il est élu, il avait plutôt envie de tout faire pour clore le dossier. Et puis on arrive donc, j'étais le 12 novembre, 3 jours plus tard, puis on arrive ensuite le 17 novembre, où Donald Trump annonce qu'il soutient finalement le vote de la Chambre des représentants sur la publication des documents de l'affaire Epstein. Et le lendemain, cette loi donc est approuvée par les députés, puis par le Sénat. Messieurs, on va commencer là-dessus. On a vu Donald Trump qui d'abord promettait qu'il allait faire de grandes révélations sur l'affaire Epstein. Puis finalement non, on va plutôt chercher à clore le dossier. Et puis là, finalement, il approuve cette loi, cette publication des documents. Pourquoi ces revirements ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne distribue pas forcément les paroles. Vous connaissez le talk, je vous en prie, allez-y comme vous le sentez. Alors, en fait, c'est ce revirement, alors surtout le dernier, était lié au fait qu'il risquait de perdre un vote à la Chambre pour justement rendre public, pour voter cette loi, pour rendre public le dossier. Enfin, en tout cas, une bonne partie du dossier, on en reparlera tout à l'heure, j'imagine. Mais donc, plutôt que de risquer l'humiliation d'un vote, parce qu'il faut aussi voir que les républicains ont très peu d'une majorité très faible, et il semblait que pas mal de républicains étaient prêts quand même, suffisamment en tout cas, étaient prêts à voter cette loi, même à l'encontre de Donald Trump, parce qu'il y a une pression de leur base, en fait, sur cette question-là, effectivement. Et donc, il a essayé de prendre le train en marche en disant, plutôt que de me faire humilier, je vais aller de l'avant. Et voilà. Donc là, il était un petit peu contraint et forcé. C'est du classique Trump aussi, plutôt que de jamais risquer de perdre, de toujours se présenter comme le gagnant. Voilà. Après, il y a eu beaucoup effectivement d'histoires, et le fait, ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump, lui, son personnage, c'est vraiment sur cette idée de transparence. Toute la corruption, entre guillemets, qu'il peut y avoir, dont il est accusé, il le fait de manière très transparente. Et beaucoup de ses électeurs disent, en fait, au moins, lui, il dit les choses, il fait les choses, il ne cache rien. Et beaucoup de gens, par le passé, ça a été le cas de Nixon, ça a été le cas d'autres, se sont fait avoir en essayant de cacher justement les choses et en essayant de manipuler après. Donc là, si lui cache, il se retrouve un petit peu comme les autres, en fait. Donc il doit être dans ce récit de la transparence, mais il sait qu'il y a sans doute, enfin voilà, il y a des noms, il y a des choses qui apparaissent, et puis dès que votre nom apparaît dans cette affaire, quoi que vous ayez fait, il y a la suspicion quand même. Dominique, pour vous l'analysez de la même manière, Trump essaye forcément d'être toujours gagnant, d'être toujours du côté des gagnants. Oui, évidemment, mais cela dit, il s'est pris un peu les pieds dans le tapis dans cette histoire, quand même, parce qu'il avait promis à sa base MAGA pendant la campagne électorale de rendre public toutes ces affaires des élites corrompues qui gangrènent Washington. C'est le discours populiste qui faisait que ça plaisait à un certain nombre de gens, et qui lui a réussi d'ailleurs. Sauf que là, une fois élu, on voit qu'il y a un certain nombre de choses qui le mettent un peu plus en exposition, peut-être même en danger, qui fait que, notamment les emails qui ont été rendus publics par une commission de la Chambre, le nom de Trump apparaît. Alors, il avait dit, on va rendre tout ça public. Et Pam Bondi, sa ministre de la Justice, qui, je le rappelle,
et de son ancienne avocate. Il a quand même mis au ministère de la Justice 3 de ses anciens avocats aux 3 postes clés. Son ancienne avocate, donc Pam Bondi, avait dit la liste, on l'a, il y a des milliers de noms, on va la rendre publique. Et puis, d'un seul coup, avec les quelques révélations, d'un seul coup, il n'y a plus rien à circuler, il n'y a rien à voir. Non, il n'y a pas de liste. Et Trump fait totalement volte-face. Alors là maintenant, on voit que, quand je disais il s'est pris les pieds dans le tapis, c'est qu'il y a eu une réaction assez inattendue, mais assez vive, justement de cette même base qui disait mais c'est quoi? On est trahi, enfin quoi? Notre Trump nous avait promis qu'on allait rendre tout ça public et maintenant il est plus d'accord. Donc un vrai problème dans la base MAGA qui fait que Trump est bien obligé d'une certaine manière de dire bon allons-y, rendons publics ces documents. Alors rendons publics ces documents, quels documents et de quelle manière? C'est ça le problème, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui relèvent de la protection des victimes, ce qui est d'ailleurs pas respecté dans les premiers documents qu'on voit, qui relève aussi la protection de l'enfance, enfin un certain nombre de choses. Donc ça peut être des documents qui vont être caviardés, comme on dit, c'est-à-dire avec des grandes bandes noires pour rayer un certain nombre de révélations. Donc, est-ce qu'il y a un jeu de Trump pour minimiser, en tout cas pour occulter un certain nombre d'informations qui se trouvent sur ces documents et de dire, vous voyez, je vous ai rendu public les choses, il n'y a rien dedans. C'est pas impossible. Et je termine là-dessus parce que je suis un peu long. On a tout le temps, c'est l'avantage du talk. Il y a aussi des choses incroyables. On a vu toujours le ministère de la Justice. Là, c'était pas Pam Bondi, mais le numéro 2, Todd Blanche, qui est aussi un ancien avocat personnel de Trump, aller directement voir Ghislaine Maxwell, qui était la rabatteuse de Epstein, qui lui ramenait les jeunes filles, aller la voir dans sa prison et passer des heures avec lui. Selon certains journaux, et on peut en avoir le soupçon, pour aller négocier qu'elle se taise un peu en lui accordant peut-être certaines faveurs de remise de peine. Donc on est quand même dans un monde là de corruption, il faut bien le dire. Et d'ailleurs, elle a des conditions d'incarcération bien meilleures depuis. Aménagées, oui. Voilà, donc il y a eu quand même une réaction. Il y a des choses. Hein, c'est pas tout à fait neutre. Alors, ce qu'il faut voir aussi, je pense, c'est que sur la base, il y a une majorité d'Américains, à plus de 80% à peu près, qui veulent que ça soit rendu public. Mhm. Et même chez les républicains, c'est à peu près à 57%, une majorité qui veulent aussi que ça soit rendu public. Ils ne sont pas pour l'instant à penser que Donald Trump, pour la majorité, cache quelque chose. Il y a peut-être quand même une vingtaine de pourcents, je crois, il faudra que je regarde à nouveau les chiffres, mais qui ont un petit doute. Beaucoup disent qu'ils ne savent pas trop. En tout cas, une majorité veulent que ça sorte, ça c'est sûr. Et donc c'est là, pour lui, qu'est la question. Ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va perdre du jour au lendemain la loyauté de sa base. Je pense qu'il faut faire attention à ça quand même. C'est pas si précaire que ça en l'état. Disons que chez les républicains, vous avez 40% à peu près des républicains qui sont de pur MAGA, Mhm. où c'est vraiment le culte de la personnalité. Il va falloir que ça aille vraiment très loin pour qu'ils remettent en cause Donald Trump. Il faut voir que là, on a... En fait, si on regarde les républicains et alors même le mouvement MAGA, c'est des sortes de tribus qui ont des obsessions et une vision assez différente. Hein. Vous avez des chrétiens évangéliques avec des catholiques intégralistes. Vous avez plusieurs types vous avez les techno, un petit peu technofascistes. Enfin, vous avez plein de choses qui peuvent se disputer sur certains sujets, n'ont pas la même vision, que ce soit même de l'immigration, de la politique extérieure. Et donc, cette division à l'intérieur du mouvement MAGA, on ne la voit pas parce que c'est la personnalisation de la politique et ce n'est pas un projet commun qu'ils ont, c'est une personne en commun. C'est vraiment ça qui est important, c'est que c'est Donald Trump, la personne, et donc on est dans une sorte de culte un peu de la personne De la personnalité, oui. Là-dessus, et c'est ça qui tient. Donc ce qui serait intéressant de voir, si jamais
il va bien disparaître un jour de toute façon, hein, de cause naturelle ou de manière politique ou autre. C'est comment ce mouvement, quelle logique il peut avoir. Alors, pour compléter ce que dit Jérôme, il y a aussi on voit qu'il y a quand même, il y a des fissures plus importantes. On va parler évidemment de Marjorie Taylor Oui, Greene, tout à fait. qui est une élue donc MAGA. Elle est pour le coup, elle est plus MAGA que Trump Oui, d'ailleurs, c'est et qui est extrême du extrêmement mouvement MAGA. ultra-conservatrice, complotiste. Bon, c'est quelqu'un d'assez particulier, représentante de... Antisémite, Ouais. Oui, voilà, absolument. Représentante de Géorgie et qui a là annoncé qu'elle Qui a démissionnait et démissionné de qu'elle est son poste folle de député. furieuse Ouais. de son poste de député. Oui, Ben, un peu sera équivalent. effectif en janvier. Et elle est folle furieuse du fait que effectivement Trump l'a trahi à cause de cette affaire. Donc on voit il y a quand même des mouvements au sein des fissures au sein de ce socle. Mais comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la fissure datait aussi d'un petit peu avant, c'est-à-dire elle a quand même beaucoup critiqué Bien sûr. Trump sur l'économie. Elle a critiqué sur, même au moment des frappes en Iran, sur Mhm. l'Iran, parce que c'est vraiment, ça correspond pas à America First, hein, cette politique de retrait du monde. On a d'ailleurs des divisions aussi à l'intérieur de MAGA et des républicains sur les questions internationales. Et Trump, alors beaucoup disent maintenant aux États-Unis que Trump devient un peu comme Biden, c'est-à-dire que, comme beaucoup de présidents, c'est-à-dire qu'il s'intéresse beaucoup à tout ce qui est international. Or, il a été vraiment élu sur les questions domestiques. Et donc, Marjorie Taylor Greene, elle s'est opposée à Trump sur pas mal de sujets en réalité avant. Et l'affaire Epstein, ça a été vraiment le point d'orgue. En fait. Le déclencheur. Alors, mais du coup, il y a bien une base idéologique quand même dans le mouvement MAGA pour que Marjorie Taylor Greene s'oppose à Donald Trump et le rejette, parce que pour autant, elle reste finalement, elle devient elle aussi une figure du mouvement. Alors, moi, je dirais C'est pas que une c'est autre idéologique, vraiment. En fait, déjà, Donald Trump n'a pas d'idéologie. Donald Trump est prêt à dire le tout et son contraire. En fait, ce qu'il voit, c'est le court terme et l'intérêt que ça peut avoir pour lui à court terme, que ça soit sur un plan personnel ou sur un plan politique, puisque les deux sont mélangés. Là, il faut quand même voir que ça se passe sur l'idée de tout sortir, parce qu'il y a l'idée qu'il y a un complot derrière. C'était pas sur des questions évidemment de démocratie, c'était pas sur des questions, c'est vraiment sur cette question-là de transparence. Donc, c'était pas vraiment de l'idéologie, c'est sur être en cohérence avec cette idée que il y a une élite, donc un mouvement effectivement anti-élite, et surtout de cette idée qu'il y a un complot quelque part. Et donc Trump s'est nourri de ça, et donc maintenant il faut qu'il aille au bout. Et c'est ça qu'elle lui reproche aussi, c'est de ne pas... Alors elle se place aussi au niveau des victimes, voilà, parce qu'il y a Oui, il y a aussi tout un discours l'idée victimaire, de victimisation défense là-dessus. des jeunes filles et de leurs Exactement. familles, notamment dans son discours. Ouais. Exactement. Avec Trump a alimenté le monstre complotiste, quoi. Et là, il mord un peu, là, il se retourne un peu contre lui. C'est un peu ce qui lui arrive. La recherche sur les... D'ailleurs, il parle de... Enfin, très souvent, dans les spécialistes sur le complotisme, parlent d'une sorte de cannibalisme. C'est-à-dire que les complotistes mangent les leurs, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, surtout quand ils arrivent au pouvoir, bah, évidemment, vous êtes à la fois le pouvoir, et donc vous êtes devenu l'élite, en fait, tout ce que vous vilipendiez. Ouais. Et donc, c'est compliqué de dire c'est la faute de l'élite, puisque maintenant, vous êtes au pouvoir. Et donc, ne pas être transparent, c'est vrai que vous risquez d'être dévoré. Et c'est la raison pour laquelle il a accepté la publication des documents, même si c'est pas très très bon pour son image. Mais malgré tout, au moins, ça donne un petit peu à manger à ce monstre complotiste. C'est ça. Alors justement, Amigalda nous demande, il y a des rumeurs selon lesquelles le FBI aurait rayé le nom de Trump des documents. À quel point ces rumeurs peuvent être crédibles ? Il y a énormément de rumeurs sur ce que contiennent ces documents, qui donc doivent être publiés sous 30 jours, sauf tout ce qui concerne, voilà, tout ce qui pourrait porter atteinte à la sûreté nationale, à la protection des victimes, etc. Et aussi aux enquêtes, à une enquête éventuellement du département de la justice, puisque Trump, alors c'est d'ailleurs drôle parce que Trump a dit que assez rapidement, au moment de sa controverse en novembre, là, qu'il allait ouvrir une enquête
par rapport aux démocrates, évidemment, dans l'affaire Epstein. Oui, parce que les élites, ce sont les élites démocrates qui Absolument, sont dans les... absolument, qui sont, parce que lui, il n'a rien fait, il est concernés. innocent et voilà, il a même dénoncé Epstein. Mais voilà, donc en fait, il y a cette question que normalement, s'il y a une enquête ouverte, le département de la justice peut garder un certain nombre de documents pour l'intérêt de l'enquête. Donc ça, il va falloir voir aussi. Ça, c'est plutôt la question. Après, la loi dit quand même qu'ils doivent justifier tout ce qui est, ce qui va être, comme on disait, caviardé, c'est-à-dire tout ce qui va être caché, doit être justifié par le fait que c'est des victimes. Et la loi dit aussi que ça ne peut pas être pour des raisons de réputation ou des raisons politiques. Ça, c'est dans la loi. Après, c'est l'application qui va... Voilà, ce qui va poser comme question, c'est l'application. Il y a aussi des avocats du côté des victimes, il y a aussi voilà, il y a beaucoup de choses. On parle quand même, le New York Times avait évalué à 100 000 pages de documents, c'est énorme. Et c'est très difficile. Moi, en tout cas, je ne sais pas ce que fait vraiment le FBI, ce que fait Kash Patel. Tout est possible, hein, tout est possible. Mais voilà, il faudra voir. Je pense ça va être quand même regardé à la loupe. C'est impossible de savoir, évidemment. Bien sûr. Comment voulez-vous savoir ce qu'il y a derrière quelque chose qui est barré? On peut simplement, sans être complotiste, on peut quand même avoir un certain nombre d'inquiétudes, parce qu'on sait à quel point Donald Trump outrepasse les lois. Il saute au-dessus du Congrès pour prendre un certain nombre de décisions. Il saute au-dessus des gouverneurs pour envoyer la garde nationale dans un certain nombre d'États. Et il gouverne de manière très autocratique. On le sait, même les républicains, les plus sages en tout cas, le dénoncent. Donc, ayant, comme je le disais déjà, ces anciens avocats qui règnent sur le ministère de la Justice, ayant aussi des gens qui lui sont totalement asservis au FBI, sachant comment il poursuit les juges qui traitent ces affaires. On peut se demander s'il n'y a pas quand même une influence de l'exécutif, donc de Donald Trump, qui fait en sorte que... Oui. Bon, mais ça, Cette voilà. loi, c'est Alors pas le non risque, plus, mais le risque pour lui, c'est jamais finalement. Et James Comer, qui est le président de la commission qui a travaillé sur l'idée de sur cette loi pour rendre public le dossier, dit que on n'en verra jamais la fin. C'est un peu comme la commission Warren. Il avait comparé ça à la commission Warren au moment après l'assassinat de Kennedy, où il y a toujours eu suspicion il y a un complot, il y avait un complot, que ce n'était pas vraiment, enfin que l'assassin n'était pas vraiment l'assassin, etc., etc. Et on risque d'avoir quelque chose avec un doute permanent. Et il va falloir voir à quel point la base va continuer d'être alimentée, parce que c'est une base quand même qui est très complotiste. Et donc voilà, ça va être la question, parce que s'il y a trop de choses qui sont effectivement qu'on ne peut pas lire, qu'on ne peut pas voir, on va se dire mais pourquoi, voilà, ça va alimenter. Et le problème des complots, c'est que c'est très difficile d'y mettre un terme. Comment vous pouvez prouver? Parce que vous ne pouvez pas prouver forcément un terme à quelque chose qui n'existe pas. Donc on va vous dire mais il y avait d'autres choses, il y avait quelque chose. Par exemple, Epstein, quand il s'est suicidé, il y avait une partie de la vidéo qui montrait sa cellule qui manque. Il y a 1 minute, je crois, où il y a eu un souci. Puis il y a eu aussi un petit souci technique sur d'autres sur les caméras. On l'a pas. Donc ça amène plein de récits de complots. Et on n'a aucune réponse, on ne peut pas y mettre un terme. Mais vous ne pouvez pas argumenter avec un complotiste. Quand vous argumentez avec un complotiste, c'est la preuve qu'il y a un complot pour lui. Soit vous faites partie si vous argumentez, complot, c'est la preuve que, oui, vous lui cachez quelque chose. Donc plus vous essayez d'argumenter, plus il vous dit, il me cache quelque chose. Donc c'est quelque chose sans fin. C'est sans fin, le complot. C'est pareil pour les gens qui vous disent que la Terre est plate ou que les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. Ils trouveront toujours quelque chose. Le drapeau sur la Lune aurait dû flotter, il y a du vin. Bref. Et si vous commencez à argumenter avec des arguments rationnels, c'est en fait pour eux, c'est la preuve que vous êtes en train de nourrir ce complot. Donc c'est sans fin. Cela dit, là, on est quand même dans une situation où on a une administration, les fonctionnaires d'État, à qui Trump, en tout cas pour les têtes d'affiche, à qui Trump a demandé la loyauté. Et la loyauté, non pas à la Constitution, mais la loyauté à sa propre personne. Donc on est dans une situation où effectivement le président a des pouvoirs assez exorbitants, sachant que ça touche personnellement des affaires qui peuvent le compromettre. On peut avoir des doutes sur le bon fonctionnement de la démocratie.
Je rebondis sur une remarque qui nous vient de Syscom dans le chat. À moins qu'il trouve des images de Trump qui a des relations sexuelles sur l'île d'Epstein, je ne pense pas que les MAGA accepteront que Trump a quelque chose à voir là-dedans. C'est difficile d'imaginer à quel moment ça peut basculer. Il y a eu des mails aussi d'Epstein qui sont sortis où il disait j'ai ce qu'il faut pour le faire tomber, en parlant de Donald Trump. Bon, on revient un peu sur ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Oui, mais les images, d'abord, les images considérées comme pornographiques, elles ne peuvent pas être publiées déjà. Donc Voilà. déjà, il peut se cacher derrière ça. Donc il n'y aura pas de publication. Quant aux emails, il y a 2 emails qui l'ont mis en cause de cette fameuse commission. L'un disant que je ne sais plus quelle expression, le chien, un chien n'a pas parlé, en faisant référence à Trump, un chien fidèle en fait, et l'autre disant que oui, il était bien avec, il est resté plusieurs heures avec Oui. les filles, Donald Trump. Bon, mais ça ne prouve pas de culpabilité, ça alimente juste oui, un oui, certain bien sûr. nombre de proximités Je entre pense que oui, Epstein et Trump. et puis c'est plus le fait qu'il cache, mais pas forcément le fait qu'il ait pu avoir certaines relations. Ce qu'on voit, ce qui est intéressant de voir certains journalistes pro-Trump, par exemple, maintenant, sont en train de changer un petit peu le récit en disant que finalement, ce qu'a fait Epstein, c'était avec des filles qui avaient 15 ans, que c'est la majorité sexuelle, que c'est pas si grave que ça, que voilà. Donc on voit aussi une évolution du récit d'une partie des médias pro-Trump. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a été élu, alors qu'on sait qu'il a été quand même Absolument, oui, reconnu ça, oui. coupable Tout à d'agression fait. sexuelle, enfin, avec ce qu'il a dit sur attraper les femmes excusez-moi, mais par la chatte, hein, c'était vraiment le terme utilisé. Donc, à partir de ce moment-là, quand la base est prête de toute façon à l'accepter comme ça, parce qu'il y a quelque chose de... Il est vrai, il est authentique, c'est un vrai mec, quoi. Voilà, pour une partie de la base, bah, c'est ça. C'est comme ça qu'il voit les choses. Jérôme a raison, parce que c'est vrai que les électeurs ont voté en connaissance de cause. Bien sûr. Il y avait ce genre de choses. Eh oui. C'était public, et Dieu sait comment ça a été public. Ça a fait quand même des heures et des jours d'antenne de toutes les télévisions américaines. Simplement là, peut-être si on passe dans la pédophilie, où on touche aux très jeunes filles, c'est autre chose quand même. Parce que là, la base MAGA est quand même très, très sensible à ça. Mais ça, je pense enfin, en tout cas, avant qu'on ait des informations claires sur ça, voilà, c'est pas du tout Si sûr on en qu'il a. y ait ça, si on Ouais, en ouais. a. Et si même il y en avait, peut-être qu'il n'a pas, enfin, on ne sait pas du tout, c'est impossible à savoir. Bien sûr. Mais je pense que donc son intérêt, en tout cas, c'est de ne pas cacher, en tout cas d'avoir un récit où il montre que finalement, il est transparent. Et qu'il n'a pas peur aussi. Et qu'il n'a pas peur, Ah oui, bien sûr. exactement, bien sûr. Et en même temps, beaucoup de choses de ce qu'il a pu faire montrent qu'il n'est pas très, très, très à l'aise quand même, hein. Alors, on en vient justement à ce qu'on entend un petit peu récemment à propos de Donald Trump. Si on considère que le vote de cette loi, même s'il y était finalement favorable, reste à quelque chose qui le met mal à l'aise, ça plus d'autres choses, est-ce qu'on a affaire au fameux canard boiteux ? Je vous laisse expliquer ce que c'est. Alors, tout le monde voit à peu près ce qu'est un canard boiteux, mais dans le contexte, Oui. c'est propre à la politique américaine. Oui. Alors, en anglais, on parle de lame duck president, et ce sont les présidents qui sont dans leur deuxième partie de mandat, généralement, surtout quand c'est un deuxième mandat, après les élections souvent de demi-mandat, qui vont avoir lieu donc dans un an, un peu moins d'un an maintenant, et qui donc ne vont plus être réélus et non plus autant de pouvoir. Et là, la suite on commence à penser à la suite, à l'héritage, à qui va prendre la suite, etc. Alors, il faut faire attention parce que Trump n'est pas, pour l'instant, il n'a pas été dans la tradition, disons, du processus politique, c'est le moins qu'on puisse dire. Lui se voit, je pense, alors il a flirté avec l'idée d'un troisième mandat qui serait totalement illégal. Je pense que là, il y a beaucoup de pression aussi, quand même, pour que ça ne soit pas, qu'il n'aille pas vers ça. On ne sait jamais, mais bon, a priori, voilà. Et je pense que ce qui va faire très attention, c'est de rester, d'avoir ce pouvoir d'influence. On le voit par exemple par rapport à J.D. Vance, hein, il garde quand même, il garde un petit peu le vice-président, il garde un petit peu ses distances. Il l'adoube pas de manière très claire. Bon, c'est encore un petit peu tôt, mais lui, son but, ça va être de garder
un pouvoir d'influence. Et je pense que la question du canard boiteux, est-ce qu'il est canard boiteux? Alors déjà, c'est quelque chose qu'on ne peut voir qu'après. C'est-à-dire que ça sera plus tard qu'on pourra dire ça a été un moment où effectivement il a perdu suffisamment de pouvoir pour qu'on puisse dire que c'était un canard boiteux. On voit qu'il y a un léger glissement, c'est évident. Il y a des divisions à l'intérieur du mouvement MAGA. Il a quand même perdu aussi, enfin en tout cas, je veux dire plutôt les Républicains ont perdu fortement les dernières élections qu'il y a eu, c'est les élections qu'il y a eu là au début de mois dans les élections de New York, les élections de il y a eu New gouverneurs. York, il y a eu en Virginie, au Voilà, New Jersey, c'est ça. et puis une élection plutôt sur la carte électorale En en Californie voilà. qui finalement était favorable Voilà, aux donc on a vu démocrates. qu'il y avait quand même quelque chose là et il en tient compte. On a vu dans sa réunion avec le maire de New York au bureau ovale avec Mamdani. Donc voilà, il y a une fébrilité quand même. Maintenant, de dire que c'est un canard boiteux, moi, je n'ai pas assez de distance. On ne peut pas le dire encore. C'est un peu trop tôt. Il a quand même une forte influence. Et d'ailleurs, il a quand même excommunié d'une certaine manière Marjorie Taylor Greene et elle a quand même démissionné. Alors, peut-être qu'elle a certainement d'autres plans, elle prévoit d'autres choses. Et paraîtrait qu'elle voudrait faire une chaîne YouTube, se faire un peu d'argent. En tout cas, elle a démissionné. Donc, il a quand même un pouvoir. Il ne faut pas non plus nier le pouvoir d'excommunication qu'il a sur un certain nombre de républicains qui ont du mal quand même à s'opposer directement à lui. Mais il a beaucoup de pouvoir, même. Il a beaucoup de pouvoir. Ouais, énormément de pouvoir, puisqu'il a quand même asservi, et on le disait tout à l'heure, et la justice et le Congrès, les élus aussi, lui ont fait allégeance. Et c'est vrai que quand on approche des élections, il y a un certain nombre d'élus qui ne sont pas prêts à mettre leur siège en jeu. C'est tous les 2 ans, l'élection à la Chambre des représentants, qui ne sont pas prêts à remettre leur siège en jeu en affrontant Trump, parce que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps. Donc, parce que c'est très compliqué pour les élus. Ou alors, il faut un certain courage pour s'opposer à Trump. Et dans ce cas-là, on est peut-être plus à même de continuer à avoir de l'influence politique. Mais bon, ils ne sont pas manifestés par leur grand courage jusqu'à présent, les élus républicains. C'est le moins qu'on puisse dire. Encore que, c'est vrai que on sent, en ce moment, quand même un certain nombre de frémissements dans le bloc républicain. Il y a des voix qui s'élèvent un peu. Il y a peut-être une on le voit tendance. Sur la Russie, par exemple. Voilà, en politique étrangère, on le voit bien. Peut-être justement, Jérôme a raison, à l'approche de cette échéance, donc dans un peu moins d'un an des élections de mi-mandat, où il se demande si c'est quand même pas mieux peut-être d'avoir un autre positionnement. Et puis aussi, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est quand même l'opinion publique américaine, qui elle aussi joue et elle regarde. Il y a 38% de notoriété, comment on dit, de popularité, popularité, ça, oui. Ce qui n'est pas énorme quand même. Si, pour un président français, ce serait formidable. Mais aux États-Unis, c'est le plus faible c'est qu'on ait là, en fait. voilà. Même plus faible qu'à son premier mandat. Donc on voit quand même que les Américains se posent un certain nombre de questions. Ces engagements aussi au Venezuela, c'est pas engagé au Venezuela, mais enfin, ce qui se passe dans la région, ça inquiète un certain nombre d'Américains. Et puis, il y a une donnée la plus importante qui a fait l'élection, c'est le pouvoir d'achat. Et on voit que malgré tout, alors ces mesures sur l'immigration commencent à avoir des effets sur le marché de l'emploi qui se rétractent. Sur les prix, là, il y a une inflation à 3% qui est encore relativement faible. Il y a une croissance qui continue, mais qui n'est pas au plus dynamique. Mais ça se cache par le fait qu'il y a moins d'activité et moins d'emplois. Et les États-Unis perdent des emplois en ce moment. Et ça commence à se faire sentir aussi avec les étiquettes au supermarché pour les familles les plus défavorisées, qui ne sont pas quand même à la hauteur des promesses de Donald Trump. Donc ça, plus Epstein, plus un certain nombre d'aventures ou en tout cas d'hésitations sur le plan international, il y a notamment des fidèles de Trump qui se disent mais c'était pas le contrat, c'est pas ce qu'on lui avait. Je pense que d'ailleurs, ce qu'on lui avait demandé. L'économie, c'est vraiment ça qui sera vraiment, je pense, central. Et d'ailleurs,
il l'a très bien compris quand il était dans sa réunion dans ce meeting avec Mamdani. Il a utilisé plusieurs fois le terme affordability, pour pouvoir d'achat en gros. Hein. Et donc, voilà, je pense qu'il le sent, il le sait. C'est vraiment la question. Et donc, il va falloir... il est même revenu sur ses tarifs douaniers. Oui, sur un certain nombre de... Alors, j'avais noté même les produits précis, mais qui devaient être soumis justement aux fameuses taxes douanières. Il en est revenu. Et il y a aussi une voix qui monte un petit peu chez les Républicains qui reconnaît que imposer des tarifs douaniers faisait augmenter les prix pour les Américains, ce qui était complètement nié. Mais ce qui est drôle, quand son Trump a récit se sorti son contredit idée. lui-même, ça qui est génial. Et les économistes l'ont toujours dit, ça. Oui, mais Donald Mais Trump dit Trump qu'il était pas tout à fait d'accord. réduit les tarifs douaniers par rapport au pouvoir d'achat, ce qui implicitement veut dire que donc les tarifs douaniers augmentent le coût de la vie. Or ça, évidemment, il refuse de faire ce rapport, mais c'est évident. Et donc, il n'hésite pas à se contredire, et ça, c'est typiquement Trump, c'est-à-dire que et il pose ça même comme étant je fais ça pour le peuple, je suis l'homme du pouvoir d'achat en fait. Et donc ce récit de contradiction, ça aussi, ça fait très longtemps qu'il le fait. Il revient totalement en ayant toujours le récit de gagnant, comme on disait en début de l'heure. Et ça marche auprès d'une partie de sa base. Il y a une chose que Jérôme disait tout à l'heure, c'est que Trump, il veut aller, il est dans le court terme. Oui. Et ça, c'est très important parce que comme en étant dans le court terme, il prend des mesures spectaculaires pour plaire à sa base, justement. Par exemple, des droits de douane, on va leur mettre 15%, 20%, 50%, 100%. Ça. Et puis, vous allez voir ce que vous allez voir. On ne va pas se laisser envahir par les produits étrangers. Sauf que les produits qui arrivent aux États-Unis, le coût des droits de douane est répercuté, il faut l'expliquer quand même, est répercuté soit par les distributeurs, soit directement au prix d'achat. Donc, ce sont les Américains qui payent ces droits de douane. Ce sont les consommateurs américains. Alors, quand ça porte sur des produits de base ou des pièces détachées de produits qui vont après être vendus par des marques américaines, ça joue dans le coût. Et je pense que l'erreur de Trump a été l'erreur de Trump. C'est, en tout cas, de dire, voilà, vous voyez, je fais du spectaculaire et puis tant pis ce qui se passe après, on verra bien les conséquences, sauf les conséquences, elles commencent à arriver plus tôt qu'il ne l'avait pensé, que là, il se heurte vraiment au mur du réel. Sur les tarifs douaniers, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a, comme je disais, il n'y a pas d'idéologie chez lui, il est capable de passer d'une logique à une autre, mais par contre, sur les tarifs douaniers, ça, c'est très, très ancien. Il en parlait déjà dans les années 80, et donc c'est quelque chose auquel il croit. Et lui, il a une vision très, très simple. Hein. Et c'est vraiment ce que je pense qu'il y croit, c'est-à-dire que les tarifs douaniers, pour lui, ce n'est pas les Américains qui payent, c'est les étrangers. Et ça rééquilibre. C'est rééquilibrer quelque chose où les Américains ont été des victimes. L'étranger en a profité à cause de l'élite américaine qui a été faible. Et donc, c'est ça le récit, en fait. Donc, pour lui, là, de revenir quand même sur les tarifs douaniers, c'est quand même énorme. Et puis, il risque aussi d'avoir la décision de la Cour suprême, puisqu'il a utilisé une loi qui est une loi d'urgence qui a été assez remis en cause par beaucoup de juges et d'experts de la loi. Et ce qu'on a vu dans les auditions qu'il y a eu auprès de la Cour suprême, c'est que beaucoup de juges de la Cour suprême semblent, on n'a pas eu la décision finale, mais semblent très sceptiques par rapport au processus qu'a utilisé Donald Trump pour mettre ces tarifs douaniers en place. Mais quelque part, la meilleure des choses qui pourrait lui arriver, ce serait que la Cour suprême annule. Ce ne serait pas de sa faute et il n'aurait pas à souffrir les conséquences de cette décision. Il serait la victime des juges marxistes, enfin voilà. Et puis ça entretient encore tout un truc. Et à l'international, ça se passe comment? Parce que justement, le fait qu'ils reviennent sur ces droits de douane, tout le monde regarde un peu les décisions qu'il prend, parce qu'en plus, des fois, ça change d'un jour sur l'autre. Ça prend 20%, 30%, 150%, on ne sait plus trop. Est-ce que les dirigeants étrangers ont appris à gérer Donald Trump? Oula, bonne question. Les Européens ont bien été obligés de réagir, en tout cas de se rendre compte qu'on ne vivait plus vraiment dans le même monde. D'abord, il y a sur les deux plans, à la fois le plan géopolitique, les alliances, on le voit bien avec l'Ukraine, avec le dossier ukrainien. L'alliance, la vieille alliance du monde libre, elle est assez fragile, elle est assez écornée, parce que le plan
le plan Trump pour l'Ukraine, c'est en réalité le plan Poutine. C'est vraiment le plan Poutine. D'ailleurs, l'ébauche a été communiquée via ses conseillers pour les négociations et reprise par les Américains. Ce qui est quand même hallucinant de voir que les Américains deviennent la voix de la Russie de Poutine. Et ça oblige l'Europe à réagir, mais bon, on va pas parler juste terminer, on va pas parler de l'Ukraine parce que c'est un autre dossier, ça demanderait plus d'une heure. Oui. Mais On aurait fait le plateau la juste question, là-dessus. est-ce que les Européens sont prêts justement à prendre le relais assez rapidement si les États-Unis se détachent, parce que Poutine ne va pas accepter un plan qui ne lui donne pas la vassalisation de l'Ukraine et les territoires et la garantie que l'Ukraine ne rentre pas dans l'OTAN, toutes choses qui sont dans le plan Trump, mais que les Européens et les Ukrainiens n'accepteront pas. Donc, si les Américains lâchent l'Ukraine, il faut que les Européens soient prêts. Ce qu'il faut voir, c'est que Donald Trump, lui, n'est pas dans ses considérations, dans les détails. Lui, ce qu'il veut, c'est il veut être un gagnant et gagner rapidement, le plus rapidement il veut possible. qu'il y ait de la paix et qu'il puisse dire c'est de mon fait. Et c'est encore une guerre, parce qu'il Voilà. il prétend qu'il a déjà gagné 8 guerres. Oui, c'est ça. Grâce à lui, 8 guerres se sont arrêtées. Donc c'est l'homme de la paix qui devrait avoir d'ailleurs le prix Nobel de la paix. Hein. Il en est furieusement jaloux de ne pas l'avoir eu déjà, puisque Barack Obama l'avait eu, et donc il se place toujours en concurrence avec son prédécesseur avant 2016. Et par rapport à ça, on sent quand même encore une fois, une certaine fébrilité. C'est-à-dire que il était sur cette idée qu'il fallait que ça soit avant Thanksgiving, il fallait comment il s'appelle l'Ukraine, en Ukraine, Zelensky, merci. Vladimir Zelensky réponde d'ici, il lui est donné 3 jours, voilà. Et puis finalement, ce qu'on voit, c'est qu'à l'intérieur de l'administration Trump, on a aussi des divisions. On a Marco Rubio qui est quand même plus que sceptique et naturellement d'origine cubaine et assez anti-russe à la base. On a Witkoff qui, lui, est quand même assez asservi aux intérêts russes parce qu'il a lui-même, par le passé, eu beaucoup d'intérêts avec la Russie. Donc, on voit que finalement, tout ça, c'est un peu les pieds nickelés quand même. Hein. Et finalement, Trump est revenu un peu là-dessus. Et ce qu'il faut noter quand même, c'est que les Européens, pour le coup, là, ont été assez rapides, ont été assez unifiés et peuvent utiliser la bonne relation qu'a Trump avec Meloni, par exemple, pour essayer de pousser les choses. Mais on peut avoir une influence sur Trump jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que c'est souvent la dernière personne qui lui a parlé qui va avoir raison. Ça va dépendre de qui est son entourage. C'est très dans l'affect, dans l'émotion et dans ce qu'il perçoit comme étant son intérêt personnel immédiat. Et donc, c'est ça qu'il faut voir à chaque fois, et c'est très complexe. C'était notre petite parenthèse internationale. Effectivement, on va pas continuer plus que ça sur l'Ukraine, parce que sinon, on aurait fait une émission, j'aurais pu vous inviter, on aurait pu parler de l'Ukraine. Mais on va revenir sur la situation plutôt domestique américaine. Et là où justement, puisqu'on essaie de faire un petit peu la liste des fébrilités de Donald Trump, on a parlé tout à l'heure des élections locales. On en a encore d'autres qui vont avoir lieu. Avant l'émission, on discutait de celle dans le Tennessee qui aura lieu début décembre. Alors c'est marrant parce que du coup je me suis renseignée un petit peu et c'est un district. Alors on rentre un peu dans le détail, c'est un peu technique peut-être, mais c'est un exemple parmi d'autres. C'est un district qui normalement est acquis aux républicains, mais là observateurs comme journalistes, comme candidats, ont l'air de dire que ça va être serré. Les sondages sont à 48, 47. C'est ça. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable pour ce district-là, dans cet État-là du Sud, qui est quand même très, très, très républicain, en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'un côté un monsieur qui s'appelle Van Epp, je crois, qui est un Trumpiste, en fait, ce qui est donc traditionnel, bien à sa place dans cet État assez républicain, et une jeune femme qui est une démocrate plutôt modérée, enfin, qui a des positions pas extrémistes, en tout cas, pas radicales, et qui n'a pas fait de politique, si ce n'est localement jusqu'à présent.
Et donc là, il y a quelque chose qui se passe parce que logiquement, dans un État comme ça, c'est un des petits pixels de la carte, Oui. de la carte électorale, un petit pixel rouge dans un État rouge. Normalement, ça reste rouge, républicain donc. Et là, les sondages donnent quelque chose qui est assez équivalent. Alors, s'il y avait un renversement de tendance, si la démocrate était élue, ça ferait ça commencerait à faire un petit déséquilibre au Congrès. Bon, ça donne la majorité républicaine reste acquise, mais elle est faible, donc ça devient plus compliqué, sachant qu'il y a quand même des républicains qui font défection pour certaines lois. Donc ça affaiblit la majorité républicaine à la Chambre. Et puis surtout, sur le plan symbolique, sur le plan de l'image, ça montre que d'un seul coup, il y a un État aussi républicain qui vote démocrate. Donc l'image politique pour Donald Trump serait désastreuse. Et c'est vrai que ça peut avoir un impact sur son influence auprès d'autres républicains par la suite. Parce que si vraiment quelqu'un qui l'a adoubé perd, là, ça serait quand même, dans un État en plus très conservateur, là, ça serait une vraie claque et ça peut lui poser des problèmes pour cette influence qu'il peut avoir. Parce que je ne sais pas si vos auditeurs connaissent ça, mais en fait, l'influence d'abord qu'on va avoir de Donald Trump par rapport aux élections de mi-mandat, ça va être aussi des primaires locales qui vont avoir lieu, où va y avoir, et parfois il a dit, voilà, je soutiens un candidat contre ce républicain qui a voté un truc que je voulais pas, ou voilà, il a fait des menaces. Massy, par exemple, ou d'autres. Enfin voilà, donc il va falloir voir aussi ce que ces élections, ces primaires peuvent donner, par exemple, s'il met s'il y a un candidat pro-Trump contre un autre républicain. Et là, en tout cas, ça va être extrêmement intéressant. C'est la dernière élection vraiment symbolique qu'on va avoir avant les élections de mi-mandat, et ça va être vraiment très très intéressant de voir ce résultat. Il faut juste préciser que c'est une élection qui a lieu parce que le représentant a démissionné. Donc Oui, c'est une c'est pas dans un élection, temps normal. C'est C'est juste voilà. puisque, Élection comme on le spéciale. disait, le Congrès, c'est tous les 2 ans pendant les Voilà. midterms, les élections mi-mandat, et au moment de l'élection présidentielle. C'est ça. Justement, ces midterms, parlons-en. Dans le contexte-là, enfin, c'est toujours des élections importantes pour un président américain, pour que même nous, on en parle. Enfin, on parle beaucoup d'élections américaines, mais les midterms aussi. Est-ce qu'elles sont plus capitales que d'habitude? Comment vous les voyez arriver? C'est l'année prochaine, on l'a dit. Alors moi, ce que je pense, il me semble que ce qui va être très intéressant, c'est de voir quelle va être la réaction de Donald Trump, quelle utilisation il va faire du pouvoir fédéral et quel récit il va donner de ces élections si jamais les républicains devaient perdre de manière importante. Ça, c'est une des grandes questions parce que il a quand même il a quand même un passé et même un présent de négation du réel et du vote. Hein, il faut quand même, ça aussi, il a été élu quand même en continuant d'affabuler sur l'élection de 2020. Et une majorité de républicains pensent d'ailleurs qu'il aurait dû être élu en 2020, c'est-à-dire que en graciant les émeutiers du 6 janvier, enfin voilà. Donc on est quand même dans une remise en cause du principe de démocratie. Et Donald Trump, il ne faut pas l'oublier, à toutes les élections, y compris celles où il a gagné d'ailleurs, comme en 2016, remet en cause à chaque fois les résultats. C'est-à-dire que s'il gagne, en fait, il avait gagné plus que ça. Oui, Et il voudrait que... un score de dictateur. Ah ben c'est exactement ça, Mm. c'est-à-dire on ment parce que c'est comme les gens qui étaient à son investiture en 2017, c'est comme voilà. Donc et d'ailleurs il va aux élections à chaque fois. Ça les gens ont un peu l'oublient parce que on finit par il y a tellement de choses, mais à chaque fois il dit si je perds, c'est que l'élection était corrompue et il le dit avant l'élection. Donc c'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'il est en négation totale du principe même démocratique. Et pourtant, ça continue et sa base adhère. Et c'est vrai qu'on est dans une inquiétude assez inédite sur ce plan-là. Avoir un président qui peut-être ne respecte pas le résultat des élections, c'est quand même totalement inédit. Et c'est vrai qu'il a toujours, affirmé et demandé aussi à ses élus d'affirmer comme lui qu'il avait gagné l'élection de 2020. C'était le critère
pour Tout à fait. être Pour être adoubé par adoubé, Donald Trump. Tout à fait. Voilà. Donc ça, ça montre à quel point il a établi une forme de chape de plomb sur toutes les institutions. Et les pères fondateurs des États-Unis, il y a 250 ans bientôt, et ce sera Donald Trump qui Yes. en 2016... L'ironie quand même. ouais, et en 2026, pardon, Ouais. ironie, oui, Ouais, va ouais, célébrer terrible ironie. la démocratie américaine, en tout cas c'est 250 ans. Les pères fondateurs, à l'époque, quand ils ont construit la Constitution, ils avaient, vous savez, ces systèmes de contre-pouvoir dont on parle toujours, avec la justice, le Congrès, la presse, l'exécutif, tout ça. Donc si l'un dérive ou commence à dérailler, les autres systèmes, normalement, il y a des moyens pour les freiner. Et les pères fondateurs avaient conçu tout ça avec juste une seule hantise, c'est qu'un démagogue arrive et se glisse dans tous les interstices de la Constitution. Et ce démagogue, c'est Donald Trump, qui gouverne de cette manière-là, en disant il y a un état d'urgence, sur l'immigration, un état d'urgence en Californie là-dessus, et donc ça justifie pour lui Des mesures d'en d'exception. appeler à des lois d'exception. Il va même chercher des lois d'exception d'il y a des siècles précédents pour justifier que le pouvoir exécutif, passe au-dessus de tous les autres pouvoirs. Et ça, c'est vraiment inédit. Alors, elle est peut-être un peu naïve, ma question, mais elle m'est venue comme ça en écoutant notre discussion. Par rapport à l'échéance des élections de mi-mandat, puis à l'échéance de la prochaine élection présidentielle. On l'a dit tout à l'heure, on a entendu un peu parler de ces rumeurs que Donald Trump aille briguer un potentiel troisième mandat, même si ce n'est pas prévu, légalement parlant. Euh, C'est non seulement pas prévu, mais c'est totalement inconstitutionnel. oui, Et c'est très clair. Il ne peut même pas se présenter en tant que vice-président, comme on l'entend oui, parfois. comme Il il y a le aurait 12e fait amendement en qui Russie. ne le permet pas. On ne peut pas se présenter comme vice-président si on ne peut pas se présenter comme président. Exactement. Voilà. Oui, parce qu'il y avait une idée qu'il allait Oui, alterner comme alterner. Alors, il y a Medvedev une avec chose qu'il Poutine. pourrait faire, mais qui est... légalement, il y a une seule voie. Je ne sais pas si je voulais que je vous dise, mais Oui, il y a une seule voie, mais qui est totalement délirante, constitutionnel. qui est constitutionnelle. Ouais. Dites-le pas trop fort, peut-être si jamais l'entend, mais Oh, je pense qu'il y a des gens qui ont pensé à ça avant moi. Bien Je sûr, ne suis c'est pas... une blague, c'est voilà. une blague. D'ailleurs, je l'ai lu aussi. Et ben, vous avez, par exemple, admettons, J.D. Vance, par exemple, se présente. Il a un vice-président avec lui. Il est élu. Il démissionne. Son vice-président démissionne. Le troisième, c'est le président de la Chambre. Ah. Or, la Chambre peut élire n'importe qui, même quelqu'un qui n'est pas élu, même quelqu'un qui est en dehors de la Chambre. Donc, la Chambre, majorité républicaine, décide que ça sera Donald Trump, leur président de Chambre, et il devient président. Et là, la Constitution n'a pas prévu ce garde-fou pour le vice-président qui devrait être en capacité de gouverner. Et ça, c'est pas prévu. Voilà. Et c'est vrai que c'est la seule. Mais ça serait délirant, je veux dire. Ce serait C'est quelque chose. totalement de la science-fiction à ce stade. Mais bon, voilà, c'est la seule voie que je vois constitutionnelle pour qu'il puisse se présenter. Enfin, voilà. Il y a un garde-fou plus efficace que la Constitution, c'est l'âge de Donald Trump. Oui, exactement. Ça, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier aussi. Et il vieillit pas mal, là. On voit qu'il s'endort. Il a quand même... Donc, un troisième mandat à partir de... Donc, il aura quel âge si jamais il aura 83, en fait. Oui, commencer un nouveau mandat à 83 ans. Il y en a qui ça... pas réussi. C'est vrai qu'on voit quand même aussi quelques petits signes de faiblesse physique, ce qui n'est pas étonnant, il est âgé, quoi. Et donc j'en reviens à ma question naïve, mais je m'adresse aux spécialistes des États-Unis que vous êtes. Dans quelle mesure le Parti républicain pourrait lâcher Donald Trump? Est-ce que ça peut arriver? Ou alors est-ce que le Parti républicain aujourd'hui... Il me paraît compliqué de dire que ce sont les soutiens de Donald Trump. C'est quand même un tout petit peu plus compliqué que ça. Alors, le Parti républicain est pris à la gorge il est tenu by the balls, quasiment, par Donald Trump. Oui, c'est son langage, oui. C'est vraiment ce qu'il dirait. Oui. C'est ce qui est... Voilà. Et en fait, si vous avez... si Donald Trump perd vraiment son influence auprès de la base... si on commence à voir qu'il y a... Ça, on va le voir dans les élections, notamment là où il
il a gagné les élections en 2024. Il va falloir voir ce que ça va donner en 2026. Il va y avoir un certain nombre de choses qu'on va avoir petit à petit. Et l'intérêt des élus, ça va être d'être réélus. Et si la menace de Donald Trump, si par exemple dans les primaires, s'il met des candidats qui ne gagnent pas, etc., là, il perdra quand même une partie de son influence auprès du parti. Le gros problème que le parti, entre guillemets, va avoir, c'est les factions qu'il y a à l'intérieur du parti. Et pour trouver un candidat, alors ces factions, elles existent aussi d'ailleurs du côté démocrate d'une certaine manière, mais moins de manière, je dirais, aussi, aussi violente. Je pense que ce qu'il y a à l'intérieur là du parti, il y a eu beaucoup d'animosité entre eux, de choses qui sont restées un petit peu couvertes parce qu'il y a justement Donald Trump. Mais il y a des grosses tensions entre plusieurs élus des Républicains. On l'a vu avec Marjorie Taylor Greene, ça a été très très clair. Hein. Il y a eu des oppositions. On voit que par exemple Mike Johnson est quand même mis en difficulté, le président de la Chambre. Hein. Voilà, il a géré aussi le shutdown en se retirant. Ça lui a été reproché, y compris par Marjorie Taylor Greene. Qui a dit qu'il ne s'occupait pas du peuple, etc. Donc, si jamais Donald Trump perd de son pouvoir, alors il faudra voir aussi ce que fera J.D. Vance aussi, voilà. Mais on risque d'avoir en tout cas des divisions internes et voire une sorte de guerre civile à l'intérieur du Parti républicain. Il y a effectivement des fractures, mais dans les deux partis, qui font d'abord qu'il y a une radicalisation des opinions, et on le voit partout. C'est aussi le cas en France, c'est aussi le cas dans les démocraties européennes. Une radicalisation vers les extrêmes qui fait que l'espace démocratique au milieu modéré se réduit et qui pose un certain nombre de problèmes. On le voit par exemple en France. Je veux dire, la gauche, elle est quand même maintenant très divisée. Le Parti républicain, c'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas vraiment entendu les modérés républicains, les classiques, les Reaganiens, enfin, je veux dire, toute cette... les historiques, entre guillemets. Les Ils sont pas très, très nombreux. Hein, mais... Mais non, ils ne sont pas très nombreux. Là-bas, c'est beaucoup radicalisé avec Trump. Enfin, c'est Trumpisé. Je ne sais pas si ça a un sens de dire ça, mais en même temps, elle peut aussi faire un constat d'échec de ce choix-là. Et de l'autre côté, dans le Parti démocrate, il y a aussi une tendance à aller un peu plus à la gauche de la gauche. On l'a vu avec l'élection de Mamdani à New York, avec l'incapacité pour l'instant de l'establishment démocrate de se trouver des figures et même un discours qui puisse répondre à cette radicalisation. Alors, il y a bien on cite toujours les mêmes noms, des gens comme Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, mais pour l'instant, il n'y a pas d'élan encore. Mais moi je dirais que en fait on est tôt. Mais c'est tôt, c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, on est très tôt. Il faut voir qu'on est tôt et que dans des temps normaux, on se poserait beaucoup moins la question. Ce qui est intéressant, si on regarde les dernières élections, c'est que les démocrates, il y a eu des figures très différentes entre Mamdani et par exemple les candidats qui ont gagné, les candidates d'ailleurs en New Jersey et en Virginie, et même avec Gavin Newsom. On a des profils très différents, mais ils ont une chose en commun, c'est qu'ils ont tenu un discours sur l'économie et sur le pouvoir d'achat et sur les kitchen table issues, c'est-à-dire vraiment ce qui parle aux gens de manière concrète. Dans leur cuisine. Et ils ont fait la même chose, tous ont fait ça. Et non plus, je précise, et non plus de mettre l'accent prioritaire sur les identités, le fractionnement de cette société. Alors, je pense quand même, moi, je mettrais un petit bémol dans le sens où ça fait déjà un petit moment qu'ils font ça, mais les attaques beaucoup sur ça, et notamment pendant la campagne avec Kamala Harris. Kamala Harris n'a pas joué trop là-dessus, mais ils ont beaucoup attaqué là-dessus parce que c'était quelque chose effectivement qui divisait une partie des électeurs. Et donc, ils ont beaucoup joué sur les questions effectivement identitaires, etc. Alors qu'elle avait essayé justement d'être moins sur ces questions-là. Aller sur ce terrain-là, effectivement. Elle était plus sur la démocratie, sur des grandes idées, plus que sur le concret. Voilà, alors en tout cas, les promesses, je pense qu'il y avait... c'était pas sur d'ailleurs, parce que c'est intéressant d'analyser un petit peu 2024, c'est de voir qu'on n'était pas sur des propositions de programmes clairs et détaillés. On était sur une incarnation. Et Trump, il a incarné deux choses, le succès et la force. Et ce qu'on voit, c'est que en fait, là où il y a eu le plus de différences favorables à Donald Trump dans les sondages sur la perception des candidats, c'est sur la force. The strong leader.
C'est là où Kamala Harris a beaucoup perdu. Sur les questions économiques aussi, mais parce qu'il est perçu, non pas... Personne n'est allé regarder en fait le détail de son programme. Et en fait, il applique son programme d'ailleurs. Hein. Mais on s'est dit, voilà, pour beaucoup d'Américains, c'est encore l'incarnation du businessman qui réussit, même si c'est beaucoup un mythe, puisqu'il a quand même eu 5... comment on appelle ça pas inculpation, non, il a perdu il a au niveau de ses business de faillite, voilà, il a fait faillite 5 fois quand même, mais c'est par rapport à son émission, notamment The Apprentice, hein, et c'est quelque chose qu'ont regardé les Américains pendant 10 ans, pardon, et qui a vraiment imprimé. C'est l'homme du succès, et puis il met ça avec de l'or partout. Enfin voilà, on a l'impression que c'est l'homme riche qui a réussi, et tout le monde veut réussir comme lui, et il nous fera réussir. Pour beaucoup d'Américains, c'était ça. Il a été capable de capter une partie de la base populaire, justement, qui se trouvait, à juste titre d'ailleurs, qui se trouvait humiliée, écartée, mais on le voit aussi en France, hein, dans nos pays, loin des centres de pouvoir, loin des élites, et avec un certain désarroi, alors que c'était normalement l'électorat des démocrates, comme c'est logiquement, historiquement, l'électorat de la gauche en France. Et on a à peu près ce même phénomène d'ailleurs d'une partie de la population qui a un vrai problème de rapport avec les lieux de pouvoir, avec la démocratie. Bon, c'est le grand débat en France maintenant aussi, on le voit bien. Et les républicains ont su capter ça, ont su dire, mais nous, on va parler de vous. Alors, nous, on vous écoute, nous, on vous entend. Je dirais surtout que c'était... Donald Trump est arrivé au bon moment, était la bonne personne au bon moment. C'était vraiment un concours de circonstances. Parce que l'avantage de Donald Trump, c'est qu'il n'était pas vu comme un homme politique. Il était vu comme un businessman qui était une star de télé, donc un showman, et qui allait faire des choses que des politiques ne feraient pas. Justement, il était hors de ces cercles politiques, d'élite politique traditionnelle. Un politique aurait dit les mêmes choses qu'il aurait dit, ça ne serait pas passé. Et il faut aussi se souvenir d'un truc, tout bête, hein, mais Donald Trump, il a l'accent du Queens. Oui. Il parle comme dans le Queens, et il a cet accent qu'a Mamdani aussi, qui est un quartier en fait ouvrier de New York. Et c'est paradoxal parce que lui n'était pas du tout évidemment d'une famille ouvrière, il vient d'une famille riche et d'un quartier assez aisé du Queens, mais il a cet accent, et il parle, il est vulgaire, mais il parle comme tout le monde, et voilà, c'est cette idée-là. Donc il est comme nous, il réussit. Et donc, on va nous aussi réussir. Voilà. Et quand vous avez des gens un peu désespérés, ça peut fonctionner. Et c'est pour ça que ça va être compliqué d'avoir quelqu'un qui prend sa suite, parce qu'il faut avoir quelqu'un qui ne sera pas vu comme étant un politique, qui ne sera pas vu comme faisant des compromis, qui a cette capacité de dire des choses hors normes. Voilà. Et puis, il y a aussi le plaisir pour beaucoup de gens de casser les normes. C'est-à-dire que toutes ces frustrations, il faut parler comme ci, il faut parler comme ça. Non, si le président le dit, nous on peut, et puis on peut être insultant, et puis voilà. Ça a un côté comme ça aussi. Ça, c'est le discours populiste. Hein, exactement. C'est vraiment le populisme, ce sont les recettes du populisme. C'est vrai qu'on les entend, on les voit appliquer aussi dans nos pays. Hein. C'est évident. Et on va s'arrêter là-dessus, et je voudrais juste rebondir sur ce que vous disiez par une remarque dans le chat. Non, on n'est pas vulgaire, nous, désolé, il n'est pas comme nous, on est bien mieux, effectivement. Merci beaucoup aux viewers du talk. Bien. Et merci beaucoup à vous deux d'être venus nous éclairer sur la situation actuelle de Donald Trump en long, en large et en travers aux États-Unis. Donc nous avions avec nous Jérôme Viala-Godefroy, docteur en civilisation américaine, et Dominique Simonet, écrivain et journaliste spécialiste des États-Unis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous tous de nous avoir suivis pendant ces 2 heures et d'avoir été aussi présents et actifs dans le chat. Je voulais remercier aussi, comme à mon habitude, toute la petite équipe qui travaille derrière le talk. Donc, nous avions aujourd'hui à l'édition Pascal Baudot. Merci beaucoup, Pascal. Stéphanie Berlu est toujours là pour nous faire nos visuels. Merci, Steph. À la réalisation ce soir, nous avions Floriane Bercani, Lucas Finet également à la technique, et Aurélia de la Tuilerie au son. Merci Adrien Barrière pour l'assistance technique et vidéo. Je vais vous laisser retrouver le talk en replay, c'est dispo sur la chaîne Twitch bien évidemment, ainsi que sur YouTube, et puis également en version podcast sur l'appli Radio France. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Le talk revient la semaine prochaine, jeudi, même heure, 17h. Ce sera avec Ludo en revanche. Et on veut une émission en binôme pour Noël avec des plus beaux pulls. Alors, cette proposition, je la transmettrai à Ludo. Je suis sûre qu'il sera partant. De Noël. Franchement,
il y a un monde où on arrive à faire ça. Je lui transmets, on verra ce qu'il en dit. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Salut.